Bonjour et bienvenue dans Troisième Relais, le show qui parle du championnat du monde d'endurance, le WEC. Nous étions à Imola le week-end dernier pour la deuxième course du championnat. On va parler de ça ce week-end. Nous sommes aujourd'hui pour en parler, comme dans le premier épisode, dans les showrooms de Baltic, le chronométreur officiel du Tour Auto, que je salue. Le Tour Auto qui est parti ce matin. Bonne chance à eux tous. Premier épisode est toujours sur les plateformes. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller le regarder, il est sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. N'hésitez pas à le regarder et merci pour tous vos commentaires et vos retours qui nous ont vraiment fait plaisir. On va essayer de s'améliorer, de continuer à parler de ce championnat qu'on aime beaucoup et on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire, messieurs. Bien sûr, oui. exactement. Oui. Donc avec nous, les 4 mêmes personnes que le premier, j'ai nommé Monsieur la Bible, Guillaume Nedelec. La Bible, oui, c'est peut-être un peu galvaudé. Hein. Donc, la Bible déjà, du vin, en tout cas. journaliste à Ouest France, au sport, pas sportif, il faut le dire aussi. Mais voilà, donc j'étais aussi à Imola et j'avais un excellent compagnon de table pendant tout le week-end, en l'occurrence Gabriel Aubry. Journaliste stagiaire. Exactement, il s'est bien débrouillé d'ailleurs. Olivier avec nous, ingénieur de la voiture numéro 12 du Team Jota, qui a eu un peu moins de succès que la dernière course, si je me trompe. Et oui, c'était une course un peu plus compliquée cette fois-ci à Imola pour nous, malheureusement. Eh ben, on va en discuter alors. Et Franck Paradiso avec nous, monsieur influence vulgarisation du sport automobile. Merci d'être avec nous. Eh ben, merci beaucoup. C'était comment ton week-end à Imola, toi? Eh ben, c'était très bien. Non, sportivement parlant, c'était différent. Non, mais sinon, j'ai passé un bon week-end à Imola. On est là pour en parler. Alors, au moins, on était tous les 4 pour une fois. La dernière fois, vous êtes partis sans moi, bande de crevures. Et là, ce coup-ci, je me suis accroché dans le wagon. Donc, on a tous des choses à dire. On a tous 4 points de vue différents sur notre course. C'est ça qui va être sympa d'échanger. Voilà. Alors pour commencer, puisqu'on était à Imola, moi je vous ai ramené un petit cadeau parce que voilà. Alors évidemment, je vous ai ramené des Burago made in Italy. Alors pour Monsieur Olivier, une Porsche évidemment. Merci beaucoup. Pour Elle est belle. Monsieur Franck, une Clio parce qu'il faut être corporate. Merci, Une Guillaume. Clio. Et puis pour vous, Monsieur Gabriel, une très belle Une Ferrari pour me rappeler les jaune, bons souvenirs. C'est voilà, ça. et jaune aux couleurs de Modène, voilà, Ouais, puisqu'on on va la était sur les mettre, terres de Ferrari. Moi, je roule en Michelin. Exactement. Voilà, c'était l'occasion, les Burago. Patriotique. Merci, Guillaume. Tu t'en es pas prise une? Moi si, mais je ne C'est l'ai pas pas prise vrai. ce matin parce que je suis parti très tôt moi, ce matin pour vous rejoindre. Il a laissé garer dehors sur le parking. C'est sa BX. Ouais. Ouais, je pense qu'elle ne serait pas arrivée en entier la VX. D'ailleurs, comme peut-être la stratégie Ferrari, on va pouvoir le dire. Ouh là, Très belle transition. On va vraiment, avoir pas le mal. droit Le roi de la d'en transition. parler assez longtemps. Je pense que ça sera le premier sujet. Tu nous rappelles un peu le contexte de la course, ce qui s'est passé, les résultats? Le contexte de la course au bout de 4 heures ou au bout de 6 heures? Parce qu'il y a quand même 2 visages sur cette course. Jusqu'au bout de 4 heures, ça se passait très bien. Il faisait beau. Tout le monde était content d'être là. Surtout chez Ferrari, puisque les 3 étaient devant. Ils avaient signé la pole et puis ils avaient placé 3 voitures devant. Il y avait eu quelques petites erreurs. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé qui s'appelle la pluie. Ok. Alors, du côté de chez Jota, on aime bien, parce qu'on s'en est plutôt bien sorti. Mais par contre, chez d'autres, on s'en est beaucoup moins bien sorti. C'est chez Ferrari, puisqu'on a laissé les voitures en piste. Ce qui fait que du côté de chez Toyota, on est resté très calme. Et c'est finalement la Toyota numéro 7 qui s'est imposée devant les 2 Porsche Penske qui se placent sur le podium une nouvelle fois, toutes les deux. Ce qui est un gros coup de la part de Porsche Penske parce qu'ils n'étaient pas du tout attendus sur ce circuit italien. Et en GT3, c'est WRT qui fait un sacré coup aussi passer entre les gouttes, puisque eux, ils ont laissé leurs 2 M4 en pneu slick sous la pluie. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'ils font le doublé avec leurs deux voitures. Donc la pluie, ça a vraiment rebattu les cartes et je pense qu'on a pas mal de choses qui ont été, on va dire, qui sont à sortir de cette course par rapport à comment chacun a pu réagir par rapport à ce fait de course inattendu. Ouais, on rappelle que du coup c'était la deuxième course du championnat du monde, 8 courses cette saison. Imola, Italie, première course européenne. 6 heures, comparé à la dernière au Qatar qui était plus longue. On avait aussi parlé au Qatar que vous aviez eu un prologue, donc il y avait eu des tests. Ça n'a pas été le cas à Imola, en tout cas pas officiellement, un autre sujet. Mais voilà, on met le contexte de la course, 6 heures, deuxième course, il nous en reste encore une Spa avant les 24 heures du Mans, donc ça commence à se préciser un peu plus. Ferrari, on va en parler un peu de Ferrari. Moi, c'est le sujet pour moi, enfin, toutes les personnes qui ont suivi la course, on s'est tous attendus à les voir. Même ceux qui n'ont pas suivi la course, tu vois une Ferrari en Italie, tu t'attends à la voir.
elle n'est pas sur le podium après avoir fait la pole position de chaque essai libre. Comment c'est possible de faire un truc comme ça? Ça me sort par le nez, moi. Moi, la question pour Bertie, c'est d'un point de vue stratégie, c'est comment, sachant qu'ils ont 3 voitures quand même, comment il n'y en a pas au moins une qui a couvert, tu vois. Rappelle-nous le contexte de la course de Ferrari. Les voitures, elles partaient 1, 2, 3, si je dis pas de bêtises. Donc les deux officiels et la cliente, c'est ça? Non, il y avait la cliente avant. Non, La cliente était entre les deux. La sur cliente, la Ça, c'est table. c'est entre les deux. ils se sont doublés un peu au milieu. mais bref, les 3 Ferrari étaient devant, et puis au bout de tour 135 ou un truc comme ça, à la pluie, il y a la moitié du plateau hypercar qui boxe assez rapidement. Et en fait, eux, ils prennent la décision, pourquoi pas, de pousser 1 tour de plus, 2 tours de plus. Mais sachant qu'ils ont 3 caisses, ils peuvent ils peuvent, disons, couvrir la stratégie avec une caisse et pas l'autre, comme ça ils assurent un résultat. Là, tout le monde a pris la même décision qui s'est avérée être la mauvaise. C'était déjà une image qui était quand même magnifique, de voir au départ les 3 Ferrari alignés dans Ouais. la ligne droite à Imola en force. Franchement, en tant que fan de sport automobile, tu peux pas ne pas avoir quelque chose. C'était tellement beau. Après, le reste, c'est Et puis histoire. tu avais une vraie émotion, c'est-à-dire que quand les pilotes Ferrari, ils arrivent, tu vois même le patron de Ferrari, Coletta, qui arrive sur la grille, les gens le connaissent, ils sont à applaudir. Enfin, on est presque dans une ambiance de stade de foot. Même dès qu'il y avait un dépassement d'une Ferrari sur une autre voiture, on entendait tout le public Tu l'entendais, toi, de crier, ta... ouais, on entendait vraiment le public faire ah comme ça. Et là, on regardait la télé, c'est parce qu'il y avait une Ferrari qui dépassait une Toyota ou une Porsche. Alors que t'es dans les stands à 1 mètre de la piste Ouais, avec les et voitures. on entend quand même le public qui clame la ferveur autour de la piste. c'est Donc, trop bon. Bah, tu vois, par exemple, je pense à la sortie de la VSC quand Kobayashi repasse devant et que la Ferrari repasse devant. On voit qu'on est dans des conditions pas Ouais. évidentes. Et là, dans les tribunes, c'était complètement fou. Nous, on était vraiment juste en face. Et là, en fait, limite, tu étais dans tes papiers, puis tu regardes vers, tu entends, comme tu disais, tu entends quelque chose qui se passe dans les tribunes, tu te dis, ah bon, c'est Ferrari, effectivement, ils sont revenus devant. C'est vraiment la seule marque où t'as ça. C'est la seule marque qui a autant de passion au sport auto. C'est dingue. Et puis là, quand tu es en plus sur le circuit, c'est le circuit Enzo et Dino Ferrari. Donc, de toute façon, C'est clair. c'est marqué. C'était quoi. écrit dans le nom C'est déjà, écrit. je crois. Alors en parlant de choses écrites justement, et pendant tout le week-end, nous on en a discuté, on a fait quelques petites vidéos pour le coup pour West France, mais dès le jeudi, je me souviens que toi tu l'as dit Gabriel, c'est le pire ennemi de Ferrari, c'est Ferrari. En fait, c'était un peu écrit parce qu'au Qatar, ils nous ont montré 2-3 petites faiblesses, et en face, dans notre réflexion, on se disait, nous, qui on voit, Toyota, peut-être Porsche dans un deuxième temps, mais c'était ça. Humainement, on savait que on n'était pas serein totalement par rapport à Ferrari, même si la voiture était là. Je tiens juste à noter quand même qu'en 2 ans de télévision, c'est mon premier pronostic qui est bon. Ça doit être la 10e course que je fais et à chaque fois il se passe l'opposé de ce que je dis. Premier qui marche, notez-le s'il vous plaît. Arrête de m'appeler le chat noir. Mais ce qu'on peut dire justement sur cette course, encore une fois, c'est que c'est l'humain qui fait la différence. On avait l'habitude par le passé qu'il y ait des voitures qui soient techniquement plus fortes, et c'est peut-être le cas probablement de la Ferrari, mais là en fait les voitures sont tellement proches que la moindre petite erreur tu la payes tout de suite. C'est vraiment le mot là, ce que tu viens de dire. C'est l'humain qui a gagné la course et c'est l'humain qui est au milieu de la performance de la course d'Imola pour moi. Et ça, c'est pour le sport et pour les mecs qui ont regardé la course. Ça, pour moi, c'est ultra important parce qu'on switch de cette conversation. On parle tout le temps de voiture, de performance et de réglage. Et au final, pour moi, et on va en discuter, la victoire, elle s'est jouée entre le muret des stands, le pilote dans la voiture avec sa communication avec l'équipe. Et ça, pour moi, c'est ultra important, quoi. C'est votre avis, peut-être vous qui étiez dans des équipes, vous avez ressenti ça aussi sur Imola, le fait que l'humain... Non, mais surtout, je pense que là, ce qui les a induits en erreur, et Olivier, tu vas pouvoir nous dire si tu as eu pareil avec tes pilotes, mais c'est que vraisemblablement, ils ont voulu un peu tenter le tout pour le tout. Ils étaient devant et ils se sont dit, par rapport aux infos qu'ils avaient des pilotes dans la caisse qui disaient sur 2 secteurs, on peut rester en slick, le dernier c'est Tochi, mais on peut le tenter. Ils ont du coup décidé de faire confiance à l'input pilote et pas confiance à l'input radar météo. Est-ce que c'est pas un peu too much, un peu trop gumballé de... Je pense que déjà Ferrari actuellement, et c'est pas la première fois, ils roulent vraiment, ils veulent gagner absolument, et chaque pilote veut gagner. Et en fait, en termes d'esprit d'équipe, il n'est pas vraiment là actuellement. Quand on voit à Bahreïn, il y a l'année dernière, les voitures, elles se mettent des coups de roue à 20 minutes de la fin.
Et là, pareil, on a encore revu des Ferrari se remettre des coups de roue. On a vu aussi la Ferrari cliente mettre des coups de roue au Ferrari officiel. Et on a vu les 3 Ferrari qui font les 3 fois la même stratégie parce qu'ils pensent que les 3 c'est la bonne. Et en fait, ils veulent tellement la victoire qu'ils font les 3 la même erreur. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive à leur dire la marque ou la marque est plus importante. Ça va être une Ferrari qui va gagner. Laquelle on s'en fiche, il faut qu'il y en ait une qui gagne. Donc ils auraient pu mettre leurs œufs dans des paniers différents, mais ils n'ont pas fait ce choix-là. Et ils pensaient les 3 avoir la bonne décision qui était la mauvaise en fait. Ça, moi, limite, ça me choque quand je vois que tu maîtrises autant la situation, pas juste dans la course. Toute la semaine, tu es devant avec une avance confortable. Tu vois qu'il commence à pleuvoir et on l'a vu dans une interview du directeur technique de Ferrari qui a dit on a volontairement ignoré le radar. Ouais, mais après, faire une erreur comme ça peut arriver à tout le monde, ça me choque pas vraiment. 3 fois. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, tu peux stratégie. faire une erreur sur une, mais comme on disait. Tu peux perdre une carte. Tu peux perdre 2 cartes. Et après, au niveau du radar, c'est sûr qu'on attendait la pluie, on savait qu'elle allait arriver. Ouais, je pense qu'eux, dans leur tête, ils pensaient qu'elle allait être présente, mais pas aussi longtemps. Donc, ils se sont dit, on va rester avec des pneus pour conditions sèches. Et espérer que la pluie ne dure pas assez longtemps, comme ça on fait un arrêt de moins que les autres qui eux ont mis des pneus pluie. Mais comme ils étaient déjà devant, ils avaient déjà la performance par rapport aux autres voitures, ils n'avaient pas à prendre ce risque-là pour moi. Tu peux prendre ce risque-là si tu es derrière, si tu n'as pas la performance qui te permet d'être devant. Eux ils étaient devant, ils avaient un avantage par rapport à tout le monde, il fallait juste qu'ils copient ce que tout le monde faisait et ils pouvaient finir sans problème. Ouais, mais tu vois, par exemple, tu vois les approches qui sont un peu différentes, je suis d'accord avec toi. En parlant avec David Flory de Toyota à la fin de la course, lui il dit, mais en fait, quand on a commencé à avoir les infos, on regarde au radar, on voit que ça va pas être une petite averse. On tente un petit peu, c'est pour ça qu'ils rentrent pas tout de suite. Tu as la VSC en plus qui te permet de jauger la situation. Kobayashi il dit tout de suite non, mais on va pas s'en sortir. Et Flory nous dit, mais dans le cadre du championnat, dans le cadre de la course, il n'y avait aucune raison de prendre le risque de rester en piste. On rentre, on assure, on se protège, et derrière, on voit ce que ça donne. Tu as été raisonnable, et tu es payé parce que tu es raisonnable. David Flory, pour le contexte, c'est le directeur technique Tout de à fait. Toyota et aussi l'ingénieur qui est à la radio et qui chapeaute un peu tout ça chez Toyota. Donc le call, la décision de rentrer à ce moment-là, c'est la sienne. C'est la sienne. In fine, il prend les infos avec... ils sont plusieurs à prendre l'info, tu as le pilote. Il fait la synthèse de tout ça, et in fine, c'est lui qui prend la décision, parce qu'en fait, il prend ses responsabilités de directeur de course. En gros, directeur technique, il dit, c'est comme ça, on rentre, là, on assure les points, et puis en fait, le call, il arrive exactement au bon moment. Ils ont quand même des pilotes qui sont vachement expérimentés, dont un Kobayashi qui a toujours plutôt été à l'aise dans des conditions un peu tricky comme ça, et juste derrière, ça donne le résultat qu'on a là. Et en plus, ils avaient quand même une mérite aussi, il ne faut pas l'oublier, de rester assez au contact des voitures. Ils sont à une vingtaine de secondes, il me semble, quand la pluie commence à tomber. Comment l'input de Kobayashi peut être si différent en disant directement non, ça va pas le faire, faut qu'on passe des wets, À celui de Ferrari. les pilotes Ferrari qui font un retour en mode on le tente. Exactement. Comment temporise. est-ce que et ça, je vais parler aux 2 personnes qui sont à l'intérieur de l'équipe, parce que vous avez la radio et vous voyez la communication. Bertie, c'est carrément toi qui l'as fait, la communication. Comment est-ce que tu expliques une aussi mauvaise décision de la part d'une seule équipe? Et on met dans le contexte. Tu es dans la voiture, on a décidé d'ignorer le radar. Ok, très bien. Tu vois qu'il pleut, c'est physique. Tu vois que les temps descendent, tu as la télé, tu vois tout ça. L'ingénieur, il est dehors, il n'est pas dans les stands, il est sur le muret. Tu vois qu'il pleut physiquement devant toi. Tu décides d'ignorer ça. C'est quoi le chemin de décision? Quelle information tu vas prendre? Avec qui tu prends la décision? Est-ce que c'est toi tout seul? Dans les stands, vous êtes une dizaine d'ingénieurs, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que toi, en tant que race ingénieur, tu vas prendre la décision? Avec quelle information et en échangeant avec qui derrière le box ou dans la voiture? Je pense que déjà la décision, elle va être prise en fonction d'où tu es sur la piste. Si tu es devant, si tu es au milieu, si tu es derrière. C'est important pour Ferrari, ça. Ouais, Étant exactement. Ferrari, à ce moment-là, on rappelle, premier, deuxième, troisième de la course. Eux, à ce moment-là, ils sont devant. Ils ont beaucoup de performances, donc ils sont très rapides par rapport à tout le monde.
Donc, ils auraient pu se permettre de faire un choix qu'on peut dire de sécurité. Donc, ils n'avaient pas à prendre ce risque de rester sur la pluie. Donc, là, à ce moment-là, ils voient le radar. Ils vont voir qu'il va pleuvoir pour une certaine durée. Ils regardent aussi autour d'eux. Ils voient les Porsche et les Toyota qui s'arrêtent pour mettre des pneus pluie. Donc là, à ce moment-là, pour eux, la meilleure décision, c'était... On a l'avantage au niveau de la vitesse. Tout le monde a boxé pour remettre des pneus pluie. On va s'arrêter pour mettre des pneus pluie. Même s'ils le font un tour après. Eux, ils l'ont fait 10 tours après. Donc en fait, voilà, donc tu prends plusieurs facteurs en compte. Donc tu regardes la météo, tu vas regarder ce que les autres font, tu vas aussi demander à ton pilote les conditions. Est-ce qu'il est d'accord pour rester sur des pneus pluie ? Enfin, est-ce qu'il est d'accord pour être sur des pneus secs ? Est-ce qu'il veut des pneus pluie ? Est-ce que c'est le premier secteur qui est mouillé ? Est-ce que c'est tout autour du circuit qui est mouillé ? Enfin, toutes ces choses-là. Et à la fin, en fait, tu prends ta décision en mettant tes facteurs à différents endroits. Et par exemple, si tu es derrière, tu es un petit peu loin, là, tu peux prendre le risque. Là, si tu étais derrière, oui, c'est peut-être intéressant de rester en silic pour essayer de passer les autres. Tu te dis, je suis pas dans les points, de toute façon, j'ai pas la performance là, il y a quelque pour chose remonter. à faire. Pour Ferrari, à ce moment-là, la course, il n'y a aucun risque à prendre. Aucun risque à prendre pour les 3 voitures, et pourtant, le risque, ils l'ont pris 3 fois. Parce que juste pour remettre aussi un contexte, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au moment où la Toyota rentre, elle vient de se faire dépasser par la Ferrari, qui la dépasse quand même très facilement, dans les mêmes conditions, qui sont quand même glissantes. Donc en fait, Kobayashi, lui, la décision elle est plus facile à prendre de dire on pite, parce que justement il était un petit peu en difficulté. Tu te fais doubler. Et il voit que là, on n'est plus dedans, on va pas réussir probablement à remettre les pneus en température. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte à ce moment-là. Lui, c'est facile. Il voit que la Ferrari l'a dépassé facilement. Ils avaient repris la tête de façon stratégique grâce à la VSC. Il voit qu'il se fait dépasser, il se fait déposer. Bon, allez, on rentre au stand, on met des pneus pluie et on assure. Derrière, après Ferrari, effectivement, non. De toute façon, ce qui est incompréhensible, et même quand tu leur as posé quand on leur pose la question en conférence de presse, après, ils ont eu beaucoup de mal à nous répondre en nous disant juste, oui, mais c'est notre chaîne de communication qui a pas bien fonctionné. Non, le fait de ne pas faire rentrer les 3 voitures, de ne pas couvrir. Au pire, tu fais rentrer la voiture privée, tu fais rentrer la jaune, et puis tu laisses les deux officiels en piste parce que t'es sur une stratégie agressive. C'est la chaîne de communication, moi, qui m'intéresse. La chaîne de communication, donc du coup, ça part de toi, Bertie. C'est toi qui chapeautes tout ça. Toi, Guillaume, Franck, t'es à l'intérieur de... Ça va être compliqué. T'es à l'intérieur de l'équipe. Ouais. Toi, tu vois ça d'une façon différente parce que t'es dans le box. Bertie, lui, il est sur la pit lane. C'est lui qui donne les ordres. Toi, comment est-ce que tu vois l'équipe un peu se préparer à ce truc-là ? Parce que c'est l'urgence un peu, j'imagine. Après, à savoir, je préfère expliquer la situation dans laquelle je suis. Effectivement, j'ai la radio, mais j'ai la communication du race ingé avec son pilote et du chef mécano avec ses mécanos. Mais je vais pas avoir les conversations de l'ingé avec ses perfos, ses data et tous les autres métiers que j'ignore parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde derrière les data stations. Donc, j'ai pas tout le process de communication, tu vois. Mais je sais que chez nous et je pense chez d'autres, justement, c'est le truc inverse qui a été réfléchi. Dans la mesure où tu es derrière, tu peux tenter le tout pour le tout. Et en fait, tu peux pas passer de wet si le circuit n'est pas déclaré wet. Et donc, du coup, en fait, eux, c'est potentiellement ce qu'ils avaient pensé à faire. C'est-à-dire faire complètement l'inverse. Et dès que tu vois qu'il commence à avoir une légère pluie et que tu vois que ça s'installe, au lieu de te dire vas-y, je reste sur des slicks, en fait, tu es le premier à passer les wets et tu vas faire 2 tours de plus que tout le monde en wet. Mais en fait, c'est pas possible. Ouais, tu dois attendre que le directeur de course déclare la piste mouillée. Normalement, il le déclare assez tôt. Mais là, tu trouves pas qu'il l'a déclaré genre un tour trop tard ? Il l'a déclaré tard et pour moi, c'était aussi une situation un peu dangereuse parce qu'il y avait toutes les voitures de la course en pneus slick, donc en pneus conditions sèches. Et il a relancé la course à ce moment-là alors qu'il pleuvait très fort. Ouais. C'était une pluie qui était particulièrement localisée par contre. C'est particulièrement le 3e secteur. Et tu avais le premier secteur qui avait l'air d'être correct ou pas trop ? Ouais, je crois qu'il y avait le premier, le dernier secteur et le 2 qui était un peu plus sec. Mais la piste est quand même bien mouillée tout autour. Ouais.
Alors, sachant qu'en plus, vous avez une carte en moins par rapport à il y a quelques années où il y avait les intermédiaires retaillés que tu pouvais utiliser. Là, vous avez une carte en moins aussi. Donc, en fait, tu as un peu cette situation du tout ou rien. Tu peux plus avoir une solution d'entre-deux. La piste est un peu humide. Tu mets en fait ce qu'on appelait les slicks retaillés où on avait fait des rainures dessus. Là aussi, c'est ça aussi qui complexifie le choix. C'est-à-dire que tu n'as pas d'entre-deux. Tu es tout de suite sur du on-off quasiment. Ouais. Exactement. Après, le pneu Michelin, c'est le mouillé. C'est un très bon pneu. Tu peux quand même le rouler sur une piste séchante ou avec une ligne de course qui est sèche. Il peut tenir une certaine durée. Donc c'est quand même une carte qui est intéressante à jouer et que tu peux laisser longtemps sur la voiture ce pneu-là, même dans des conditions séchantes. Moi, je dirais que ça le simplifie même plus qu'autre chose, parce qu'au final, tu sais que c'est slick ou pluie, donc t'as pas 3 sets Que de 2 pneus choix à- plutôt que 3 choix, ouais, ça c'est sûr. Il y a en fait aussi alors c'est peut-être la transition qu'on va faire par rapport à Toyota, mais on a le bon call sur les pneus Ouais. pour quand on est sur le mouillé, mais sur le séchant aussi. Toyota, ils ont monté les pneus secs au bon moment. Ce qui me semble que la numéro 7, c'est l'une des toutes premières à repartir en pneus secs, en tout cas dans les voitures de devant. Hein. C'est le même choix, mais à l'inverse, du coup. J'imagine que tu prends de la façon dont on comprend quand il s'est mis à pleuvoir, la chaîne de communication, tu prends l'information du pilote. Est-ce que ça va ou pas? Est-ce qu'on peut mettre, et ça, quand toi, tu es pilote dans la voiture, en fait, tu vas avoir une ligne séchante sur ta trajectoire. La seule différence que moi je peux apporter par rapport à quand il se met à pleuvoir, c'est que quand ça sèche, quand la piste redevient plus rapide, il y a une seule trajectoire qui devient sèche. Et la particularité du championnat du monde, c'est qu'il y a des GT, il y a des prototypes. Donc il y a des voitures qui vont rouler 10-15 secondes plus vite que les autres. Donc il faut aller doubler les GT. Et quand il y a une seule trajectoire qui est sèche, qu'on va mettre les pneus slick, on passe du tout au rien en grip sur la piste. Donc à partir du moment où la GT a pris sa ligne, ce qui est normal, c'est sa position, c'est lui qui est devant, c'est lui qui choisit, toi tu dois passer autour. Et là, le boulot de pilote pour ne pas refroidir ses pneus, pour aller doubler et pas faire d'erreur, il est vraiment ultra compliqué. Donc je trouve que cette décision de passer les slicks, elle est beaucoup plus compliquée que de passer les pluies. Ouais, ça c'est sûr. T'as ce côté-là, comme tu viens d'expliquer, Gabi, où t'es pas tout seul sur la piste. Donc c'est là où ça va être intéressant tu sais qu'il va falloir mettre des pneus pour la piste sèche au bout d'un moment, mais quand est-ce qu'il faut le mettre? Après, je pense que Toyota l'ont bien joué parce que il fallait pas s'arrêter trop tôt, parce que s'ils s'arrêtaient trop tôt, il fallait aussi qu'ils s'arrêtent une nouvelle fois à la fin de la course pour remettre de l'essence. Donc en fait, ils sont allés jusqu'au fond de leur réservoir d'essence avec leurs pneus de pluie. Et quand il fallait qu'ils s'arrêtent pour remettre de l'essence, là, ils se sont dit, OK, est-ce que c'est le bon moment pour repasser au slick, pour les pistes sèches? Tu peux pas juste te mettre en stratégie, te dire bah tiens, ça va aller plus vite maintenant de mettre les slicks, je vais les mettre, si ça veut dire que tu dois te re-arrêter une deuxième fois pour l'essence. En fait, c'est aussi à ce moment-là où même si le pilote il dit que les conditions sont assez bonnes pour mettre les pneus secs, lui faire comprendre qu'il faut qu'il continue avec ses pneus humides sur une piste sèche pour 4-5 tours de plus, jusqu'à temps que le réservoir soit vide, pour éviter d'avoir un arrêt au stand en plus à la fin de la course. Et j'ai une question pour toi. On a vu que quand la piste est devenue humide et que les Ferrari sont restés en slick, elle perdait quasiment 10 secondes au tour. Question inverse, quand la piste elle est sèche et que tu laisses tes pluies pour 4-5 tours pour pousser jusqu'à la fin, tu perds beaucoup ou pas? Oui, tu peux perdre beaucoup, je pense qu'à un moment... Un peu moins peut-être, je pense. Ouais, un peu moins. Tu perds un peu moins parce que, en fait, tu as le facteur aussi, il faut chauffer tes pneus. Donc en championnat du monde, actuellement, on n'a pas le droit de chauffer ses pneus dans le garage, c'est interdit. Donc souvent, les pneus, ils sont autour de 15-20 degrés. Donc en fait, tu as une piste qui est déjà froide, qui est grasse ou un petit peu humide, parce qu'il reste encore des résidus d'humidité sur la piste. Et il faut que tu arrives à chauffer un pneu qui est froid sur une piste qui a des conditions très difficiles. Donc en fait, cette transition, tu vas avoir peut-être des pilotes qui sont autour de toi avec des pneus humides mais chauds, et toi, tu auras des pneus slick, enfin des pneus conditions sèches mais froids sur la piste. Et donc là, les pilotes, c'est très très difficile pour eux. On a vu Toyota, ils sont allés plusieurs fois dans le gravier. Parce qu'en fait, ils essayaient de chauffer des pneus dans des conditions très difficiles. Et tant que ton pneu il est pas chaud, il va pas générer le grip, il va pas te donner l'adhérence sur la piste. Et donc là, c'était difficile aussi pour eux à ce moment-là. Je pense que c'est la situation, quand tu es pilote, c'est la situation la plus compliquée. Parce que tu es obligé de prendre du risque dans le sens où plus tu vas rouler vite,
plus tu vas mettre d'énergie dans ton pneu, plus de température, et plus ta voiture elle va marcher. Ouais. Et tu fais une erreur, si tu te trompes, mais quand je parle d'une erreur, c'est tu vas freiner 2 mètres trop tard, tu rates ta corde de 10 cm, tu touches la ligne d'eau, et là c'est fini pour Ouais, toi. ouais. C'est bac à gravier, et on l'a vu un nombre d'exemples. Ouais, Et- beaucoup sur Mais de l'autre côté, si tu prends un risque, tu as la récompense qui va avec. Donc c'est vraiment une balance à trouver. C'est pour ça que tu vois des fois sur ces conditions-là des pilotes qui font une énorme différence et vraiment des coups de seconde parce que tu arrives à rentrer dans ce cercle vertueux où plus tu roules vite, plus ta voiture elle te donne du grip, plus tu roules vite, plus ça monte. Et si t'as pas confiance en toi dans la voiture, si t'es pas à l'aise, si t'as pas l'expérience de la voiture, ça c'est important, t'arrives pas à te mettre dans ce cercle vertueux et là c'est long. Mais genre long dans la voiture. Et c'est là où je fais une petite digression avec le GT3, on n'en avait pas beaucoup parlé dans le dernier épisode, mais c'est là où il y a quand même une masterclass de la part de WRT BMW en GT3, où pendant toutes les conditions de pluie, eux ils sont restés en slick. Là pour le coup, toi Gabriel, tu as piloté aussi en GT, on parle pas tout à fait du même style de pilotage sur une GT qu'une hypercar. La voiture elle est plus lourde, un peu plus compliquée à piloter, même s'il y a l'ABS qui devait peut-être un peu aider quand même. Complètement, ouais. Je pense qu'un GT est un peu plus apte à conduire dans ces conditions parce que la voiture est plus lourde, donc de facto tu vas mettre un peu plus d'énergie plus facilement dans la voiture. Elle a beaucoup plus de roulis aussi. La voiture a un meilleur grip grâce à ça dans les virages lents. Elle dépend moins de l'aérodynamique aussi de la voiture, moins de charge, donc on roule moins vite. Et niveau suspension aussi, la voiture passe beaucoup mieux sur les vibreurs. Donc il y a ces 3-4 facteurs en pilotage qui font que c'est plus facile à gérer. C'est surtout le fait que la voiture soit plus grosse et plus souple. Les réactions de la voiture, elles vont être un peu plus lentes. Donc quand on est dans un rapide, on a moins peur de perdre la voiture d'une façon abrupte, de quitter l'aéro qu'on a dans un proto. Mhm. Donc ça a permis pour le coup à BMW de signer le doublé, donc à Valentino Rossi, le non-nuple champion MotoGP, de monter sur le podium. Voilà, au moins si Ferrari n'était pas sur le podium, il y avait quelques Italiens quand même Ouais, mais pour se consoler. tu vois l'exemple inverse du coup de Ferrari. Eux, les mecs ont pris un risque de fou, les pilotes ont géré, ils ont fait un bon boulot et encore une fois, tu remets l'humain dans la performance, quoi. Et par rapport à Ferrari, ce que je disais au niveau des risques, ils savaient qu'eux, sur le sec, ils ne pouvaient pas combattre par rapport à la Porsche 92. Comment ça, pas combattre? Ils n'allaient pas pouvoir être devant dans des conditions sèches. Ferrari? Les BMW. BMW, pardon. Mais Donc en Ferrari fait, aussi, d'ailleurs. ils se sont dit, voilà, si on veut essayer de gagner une course, d'avoir un meilleur résultat, il faut qu'on prenne un risque et qu'on essaye quelque chose de différent. Et pour eux, ça a marché. Alors que Porsche, eux, voilà la condition de faire. Et ils étaient à l'opposé. Eux, ils étaient devant sur le sec. Ils ont eu la pluie. Ils n'avaient pas le droit de prendre un risque, donc ils ont mis les pneus pluie. Et donc voilà, eux, ils finissent 3e, je crois. Mm. Donc eux, pour moi, ça a du sens la décision qu'ils ont prise. Mais BMW, ils savaient qu'ils étaient derrière sur le sec. Ils veulent un meilleur résultat, donc ils tentent un coup de poker et ça a complètement fonctionné. Bravo à eux. Et là, on voit aussi, et je pense que ça peut aussi nous permettre de faire une transition vers Toyota, c'est l'expérience qui fait aussi la différence. WRT, ça fait quand même au moins 15 ans qu'ils font du GT3. Alors d'abord, c'était avec des Audi, maintenant c'est avec des BMW depuis 2-3 ans, si je ne m'abuse. Clairement, la différence, tu la vois là. C'est des gens qui connaissent leur voiture, qui connaissent leurs pilotes. On retrouve quand même des pilotes BM qui sont là depuis des années, comme Farfus, etc. Bon, là-dessus, ouais, je pense que l'expérience a fait la différence. Et chez Toyota, bah, ça fait 12 ans qu'on fait de l'endurance, ça fait 12 ans qu'on roule en proto. Les conditions compliquées, ça fait longtemps qu'on les connaît aussi. Et je pense que c'est ce qui fait qu'ils ont été sereins, même quand on était en panique. Je pense que c'est peut-être ce que tu as pu repérer, toi, depuis le muret des stands. Ouais, après, Toyota, pour moi, il fait une course très solide parce que sur les conditions sèches du début de course, ils sont derrière Ferrari et ils restent à bonne distance. C'est une bonne stratégie. Voilà, quand ils voient la pluie qui arrive, ils attendent que la pit lane que la voie des stands soit ouverte. Ils mettent les pneus pluie, ils prennent pas de risque. Après, ils vont jusqu'à la fin de leur réservoir d'essence. Ils voient que la piste redevient séchante, donc ils remettent des pneus pour piste sèche. Et après, là où ils ont été forts, c'est que ils ont dû faire à la fin de la course, beaucoup d'économies de carburant pour pouvoir aller jusqu'au drapeau damier sans refaire un arrêt au stand. Et là, en fait, c'est ça pour moi qui les a fait gagner la course par rapport à Porsche, parce qu'ils devaient faire 2 tours de plus, je crois, que la Porsche
en essence, en énergie, 2 ou 3 tours de Tout à plus. fait. Je crois qu'ils font 38 tours contre 35 Ouais. pour la Porsche voiture. Et donc là, voilà, ils savaient que s'ils voulaient gagner la course par rapport à Porsche, ils devaient économiser du carburant. Donc c'est là où ils ont eu la lecture de la course pour dire à leurs pilotes, voilà, il faut que tu économises du carburant maintenant pour aller jusqu'au drapeau damier sans s'arrêter une nouvelle fois. Parce que s'ils s'arrêtaient une nouvelle fois, la course était perdue. D'ailleurs, pour avoir vu Kevin Estre à la fin de la course qui disait, mais je sais pas comment ils ont fait, jusqu'ici, ils n'étaient pas du tout sur ce rythme-là. Nous, parce que en fait, la Porsche aussi elle faisait de l'économie d'énergie. Ça se voyait pas parce qu'il était en pleine attaque, et c'est assez paradoxal. Tu fais de l'économie d'énergie, mais tu es quand même à fond pour essayer de dépasser. Donc ça, c'était le truc un peu fou qu'a fait Kevin Estre. Mais il disait, on s'attendait à ce qu'ils s'arrêtent, quoi. Vraiment, ils ont été chercher de l'énergie, mais on ne sait pas comment, quoi. Donc il y avait ce côté un peu admiratif à la fin de la course de la part de Kevin qui disait, mais ouais, non, là Toyota ils ont fait une sacrée course, Admiratif, ouais, je sais pas. et un peu dégoûté surtout. Mais comment on peut expliquer qu'ils arrivent à autant save et rallonger un stint? Parce que tu peux, c'est pas mon expertise, mais tu peux rallonger un stint, je sais pas, de 1-2 tours. Mais là, on parle de combien de tours? Tu peux 4, rallonger 5. un tour, mais je veux pas rallonger 4 tours. Non, mais c'est ça. 4 tours en gardant un rythme hyper correct, plus la quantité nécessaire pour aller jusqu'au parc fermé, machin. Enfin, il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte, non? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc pour les gens qui connaissent pas, donc l'économie d'énergie, c'est la voiture, en fait, tu vas relâcher l'accélérateur avant ta zone de freinage. Donc normalement, une voiture normale, quand tu arrives dans une zone de freinage, tu lâches l'accélérateur et tout de suite tu appuies sur ta pédale de frein. Là, en fait, tu vas lâcher ton accélérateur et tu vas seulement appuyer sur tes freins 50, 70, 100 mètres plus tard. Et en fait, ces 50, 70, 100 mètres de distance, tu vas laisser la voiture juste rouler, juste sans qu'elle ait ni d'accélérateur ni de freinage. Et donc en fait, c'est 100 mètres sur chaque zone de freinage. Tu vas économiser petit à petit de l'énergie. Et ça va te permettre d'aller 1 tour plus loin, 2 tours plus loin, 3 tours plus loin. Et tu peux rallonger de 3 tours. Ouais. Nous, par Ça exemple, fait beau, franchement, 3 tours. par exemple, il y a entre la ton pilote Proton, Will Stevens, je pense que tu l'entends te hurler dans les oreilles si tu lui donnes le chiffre. Là. entre la Proton 99 et la Jota, la Proton 99, elle faisait 31 tours par relais. Donc entre 2 arrêts au stand et 2 remplissages de réservoir, elle faisait 31 tours. Nous, on en faisait 35 en course. On faisait 4 tours de plus qu'eux. Mais donc ça, c'est énorme. Mais ça, 4 c'est, tours, c'est vraiment une valise, quoi. Après, je pense que les Porsche officiels et Penske, elles faisaient 34 tours. Donc nous, C'est les deux extrêmes, là, je Voilà. pense. C'est eux 0-0. Voilà. Et vous, Mais qu'est-ce qu'ils foutaient stratégie chez Proton, Olivier comment Véran. Proton, je sais pas ce qu'ils faisaient. Je pense qu'à fond, on pouvait faire 32, 33 tours. Penske, eux, ils faisaient 34, donc ils faisaient un peu d'économie de carburant. Nous, on en faisait 35, donc on en faisait beaucoup. Ouais. Après, tout dépend de... Imola, c'est très difficile de doubler. Donc si tu es à l'arrière de quelqu'un et tu es bloqué, comme tu vas pas pouvoir le doubler, il vaut mieux essayer d'utiliser ce temps-là et d'économiser du carburant et d'aller plus loin que lui, plutôt qu'être derrière et de brûler du carburant. J'ai peut-être un début de piste pour Proton. Donc ça reste une équipe qui est assez Comment on petite. peut être aussi mauvais, on t'écoute. Ils ont peut-être une excuse pour le coup. On reste sur une équipe qui est un peu plus petite que les autres, qui est parmi les hypercars celle qui a le moins de moyens. Et je vous rappelle qu'en même temps que Imola, il y avait une course aux États-Unis, ils engagent aussi une voiture là-bas. Donc en fait, il y avait beaucoup moins d'ingénieurs qui étaient disponibles. Ils ont été obligés de couper l'équipe en deux. Ouais. Et Julien de Loire, j'ai pu discuter avec lui, il me disait dans le stand, on se bouscule pas. Hein. Ouais, ok. Ils étaient un petit peu moins. Et je pense que quand tu as moins de tête à réfléchir, alors des fois ça peut être plus pratique pour prendre une décision, mais des fois quand tu es au four et au moulin et qu'en plus tu dois piloter la voiture. 35 moins 31, je pense que si tu veux, même moi je suis pas ingénieur, j'arrive à le trouver tout seul. Et puis après, ils testent pas, à la différence de beaucoup surtout d'autres. ça. Ils ont une moins bonne connaissance du matériel. Et ça, encore une fois, c'est l'expérience, la connaissance humaine. On revient sur Bien sûr, notre ça cheval de bataille en ce Et moment. d'ailleurs, ils ont DNF pourquoi, Proton? C'est le moteur système de électrique. refroidissement du moteur électrique qui a lâché. Ouais. Et du coup, Proton et Alpine, c'est les deux seuls en hypercar qui n'avaient pas testé à Imola? Proton, Alpine, Peugeot n'avait jamais testé avec cette Peugeot. voiture. Et Toyota. Avec cette voiture, ouais. Toyota? Toyota n'était pas venu tester une C'est vrai. seule. Je suis pas sûr. Moi, c'est ce que j'ai en discutant dans la salle de presse, c'est les 3 noms qui sont revenus. Ok. Olivier, t'es Toyota- sûr que t'as pas vu les Toyota avec vous? Non, Là, au final, tu vois, au Qatar, il y avait un prologue. Tout le monde a testé, donc au moins, tu es sûr que tout le monde avait plus ou moins le même nombre de tests. Là, Imola, tu n'avais pas de test officiel, mais en fait, on apprend que tout le monde est déjà allé tester là-bas. Donc, c'est comme s'il y avait eu un mini prologue.
Mais tu vois, pour les Alpines, c'était la première fois qu'ils faisaient un meeting aussi court parce que tout ce qu'ils avaient fait avant, c'était du test où avant de faire une endurance à Motorland, tu peux faire 2 demi-journées de préparation. Prologue Qatar, bah pareil, tu as tes 2 jours de préparation. Alors que là, bah, quand tu as 2 FP d'1h30 et une de 1 heure avant de passer en qualif, Ça te saute à la tronche. ça te saute à la Quand tronche. t'es Ouais. pas prêt, t'arrives en qualif et Et puis en plus, quand tu as Jules Gounon qui débarque, qui connaît pas la voiture, qui connaît pas la caisse, enfin qui est moins bien. qui connaît pas le championnat en proto, c'est sûr que quand t'es pilote, la différence avec les autres championnats, tous les autres championnats de sport automobile, c'est que nous, on est 3 pilotes dans une voiture en championnat du monde. Donc quand t'es 3, selon le rôle que t'occupes dans la voiture, chez Jota, je connais bien, le rôle en général, il est assez clair avant que t'arrives. Il y a d'autres équipes où des fois on se bat un peu tous pour le même rôle jusqu'à la FP3, tu vois. Genre quoi, il y en a un qui est là pour faire le setup, l'autre il s'adapte et... Ouais, c'est Genre il y a des mecs en qui tu as ultra confiance et tu sais que c'est eux qui partent en premier, c'est eux qui font les setups et ensuite les autres ils apprennent Ouais, avec la caisse. Juste pour remettre dans le contexte, sur un meeting en termes de roulage avant les qualifs, t'as quoi? T'as 4 heures de roulage en tout et pour tout? Donc il y a 2 fois 1h30? 3 séances d'essai libre. Donc en fait, pour expliquer un peu aux gens, les équipes souvent elles arrivent sur le circuit le mardi matin. Donc elles vont installer les stands et préparer les voitures, régler les voitures le mardi, mercredi. Le jeudi, il y a les vérifications techniques. Donc les voitures sont contrôlées par les officiels de l'ASCO et la FIA. On va vérifier que la voiture est conforme au règlement. À partir du vendredi, il y a 2 séances d'essai libre. Donc une séance d'1h30 le matin souvent et une deuxième séance d'1h30 l'après-midi. Celles-là, elles n'ont aucune incidence sur le classement. C'est juste pour les équipes qu'elles s'essayent justement au circuit, que les pilotes prennent leur marque. Et après, le samedi, il y a une dernière séance d'essai libre de 1 heure et les qualifications l'après-midi qui déterminent la grille de départ pour la course. Donc, dans ce temps-là, dans ces séances d'essai libre, il faut réussir à régler ta voiture, à ce que les pilotes aient assez de roulage pour s'entraîner, voilà, pour l'économie de carburant. Et comme ça, ils peuvent savoir s'ils ont besoin de le faire en course ou pas. Il faut vraiment prendre son temps quand tu fais cette économie d'énergie en test, de voir où est-ce que tu vas lâcher, où est-ce que tu vas freiner, parce que ça impacte vraiment ton pilotage pour le coup. Et après, comme tu disais, par rapport aux pilotes, nous en tout cas chez Jota, je ne sais pas par rapport aux autres équipes, mais on a un rôle bien défini. Moi, je sais exactement dès le mois de janvier quel pilote va faire les qualifications, quel pilote va faire les départs de course, quel pilote a le meilleur retour technique. Et quand on va tester des setups, des ressorts différents, des réglages différents d'amortisseurs, quel pilote je vais préférer mettre dans la voiture pour avoir le meilleur ressenti technique. Quand on va tester des choses sur le système, un nouveau TC, nouvelle map moteur, quel pilote va avoir le meilleur retour en termes de feeling, ça c'est vraiment important. Quand tu arrives à avoir une osmose comme ça entre les pilotes dans une équipe où en fait les rôles ils sont acquis, on sait qui fait quoi. T'as un Callum Ilott, je prends ta voiture, t'as un Callum Ilott, tu sais que le mec sur un tour il est vraiment très 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 chaud. Tu te dis ok, lui il fait la qualif et du coup les pneus neufs en essai libre c'est lui qui va les prendre, il va se mettre en mode qualification. Will Stevens techniquement monstrueux, donc tu sais que le mec tu vas pouvoir lui faire confiance là-dessus, et quand les pilotes et l'équipe tout le monde est d'accord un peu sur les rôles, personne se marche dessus, c'est trop bien. Par contre, moi j'ai vécu l'inverse dans d'autres équipes où tu vas avoir 2 pilotes, 2 ou 3 des fois même, qui vont un peu se battre parce que t'as une histoire d'ego, t'as qui a envie de faire la qualif, parce que puis même honnêtement c'est le kiff de faire la qualif. Tu mets des pneus neufs low fuel, tu passes vraiment un bon moment en qualif, t'as le stress, t'as envie d'y aller. Donc tout le monde se bat pour la même chose, donc tout le monde essaye de faire le même boulot, ça veut dire que personne fait le boulot pour les long runs. Tout le monde est sur pour moi le mauvais type de pilotage, parce que tu pilotes pas pareil quand tu es en course que quand tu es en qualif, et tu prends du retard sur un temps de roulage qui est déjà ultra limité. Donc le fait de pouvoir manager ces pilotes comme ça, de leur dire non, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, comprenez que si vous faites tous ce boulot là individuellement sans vous marcher dessus, vous allez gagner la course. C'est magique. J'ai une question aussi par rapport à l'organisation. Tu parlais des qualifications qui sont le moment fort. Dans tes 4 heures d'essai, est-ce que vous avez le temps de faire un peu de qualif quand même, sachant qu'aujourd'hui, la qualif revêt d'un enjeu majeur, c'est la position sur la piste. On va y revenir en fin d'émission, mais il me semble quand même que ça joue beaucoup sur ta performance globale, de comment tu es placé sur la grille. Oui, ça, on fait des essais de qualification. On appelle ça comme des simulations de qualification. Et ça, souvent, on les fait au début de séance.
Et toutes les équipes aujourd'hui font des simulations de qualification en début de séance parce que ta qualification, elle va être faite avec une voiture qui est froide. Donc tu auras les freins qui sont froids, le moteur qui est froid, la boîte de vitesse froide et les pneus froids aussi. Donc en fait, tu veux habituer ton pilote aux mêmes conditions. Donc c'est pour ça que souvent en début de séance, c'est là où tu vois les temps en tour aller assez vite pour toutes les voitures, que ce soit Toyota, Ferrari, Peugeot, Lamborghini. Parce que tous les pilotes partent assez tôt en bout des stands pour attendre le début de la séance et partir. La différence que tu as, c'est que sur une séance d'essai, tu as toutes les voitures en piste au même moment, donc tu as aussi les GT. Donc ta simulation de qualification, elle peut être compromise parce que sur ton tour le plus rapide, tu vas avoir une GT qui roule 10 secondes moins vite en plein milieu d'un virage. Et donc tu vas devoir l'éviter et ton virage il va pas être optimal. Donc des fois, tu arrives en qualification sans avoir pu faire un tour optimal. Donc ouais, nous, on s'entraîne, on essaye de diviser notre temps d'entraînement en essai libre entre un petit peu pour les qualifications et aussi pour la course, parce que c'est la course qui est importante. Tu parlais d'expérience tout à l'heure, et ça revient sur ce que disait Bertie. Toyota, ça fait combien de temps qu'ils ont le même équipage, et chacun, tu n'as même pas de surprise quand tu regardes la liste de départ. Tu sais que c'est Sébastien Buemi qui fait le départ. Tu sais que c'est Brandon qui fait les qualifs. Brandon qui fait la qualif. Tu sais que c'est les mêmes. Les mecs, ils ont les mêmes rôles. Ils s'entendent tous très bien. Et bah à la fin, ça paye. Voilà. Pour moi, Toyota, ils sont là où tu les attends. Alors, t'as peut-être pas la passion de Ferrari, t'as peut-être pas tout ça, mais c'est clinique et ça marche. Mais ça demande beaucoup de management parce qu'il faut réussir à faire comprendre à tes pilotes que c'est la voiture et le numéro de la voiture qui est plus important que les individuels. Donc on parlait tout à l'heure, l'individuel est important et l'humain est important, mais c'est surtout l'esprit d'équipe qui est important en endurance. Parce que faut réussir à faire comprendre à tes 3 pilotes que pour le bénéfice total de ta voiture, du numéro 12, 7, 8, n'importe où, le meilleur, c'est d'avoir toujours la même personne qui fait la qualification et toujours la même personne qui fait le départ parce que tu as des pilotes qui vont être un petit peu meilleurs que d'autres. Ouais, c'est son point fort. Et tu vois d'ailleurs que dans les choix de comment, puisque Toyota fait un changement de pilote cette année avec l'arrivée de De Vries à la place de Lopez, mais en fait Lopez devait déjà bouger l'année dernière quand De Vries est parti au dernier moment chez AlphaTauri, et en fait quand il a été libéré, finalement Toyota est revenu chercher De Vries qui connaissait bien les process donc finalement en fait même dans le choix de tes changements de pilote, dès que tu peux revenir sur un gars qui a piloté chez toi, tu l'intègres, et ça c'est vraiment intéressant. D'ailleurs ça montre que sur la numéro 7 on a vu que les habitudes elles se sont tout de suite trouvées. Nick, tu le mets tout de suite pour faire les qualifs. Quand on peut récupérer quelqu'un qui a déjà roulé chez soi, on le rappelle hein. Je te laisse voir ça avec les patrons d'écurie. Je suis pas encore retraité, merde à la fin. Alors en parlant aussi d'équipe qui pour moi, alors c'était facile de le dire au Qatar parce qu'ils ont gagné, mais je trouve qu'à Imola, ils prouvent vraiment qu'ils sont montés en puissance. C'est Porsche Penske qui, par rapport à l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Là encore, c'est un peu le gros lot pour l'équipe parce qu'ils placent la 5 et la 6 sur le podium pour la deuxième fois de suite. Vous y attendiez, vous, à voir Porsche aussi haut, en tout cas, les 2 voitures sur le podium à la fin de la course? Non, et je pense qu'ils ont bénéficié de la mauvaise gestion de course de Ferrari. Je pense que sur le papier, sur des conditions sèches, tu avais Ferrari devant, Toyota derrière et Porsche après. Donc comme tu as 3 Ferrari, 2 Toyota, Porsche, ils auraient dû faire 6-7 ou 5-6. Et ils arrivent à faire 2-3. Mais je crois que même eux, ils s'y attendaient pas trop. Non, donc clairement, ça te montre qu'il y a des personnes devant eux qui, eux, n'ont pas fait une bonne gestion de course, malheureusement. Ou eux, on en fait une très bonne. Ouais, eux, c'est sûr qu'ils ont fait une très bonne gestion de course. Et actuellement, ce qu'ils arrivent à extraire de cette voiture en elle-même, c'est très solide. Ils font du super bon travail actuellement. Parce que pour replacer, mais la Porsche a 2-3 petits soucis. Alors toi, tu peux nous en parler parce que tu la roules, cette voiture, mais c'est pas une voiture qui est forcément à l'aise sur un tracé comme Imola où tu as des bosses, tu as des vibreurs qui sont assez hauts. C'est une voiture qui aime pas trop toutes ces parties. Les bosses, c'est pas son truc. C'est sûr, par rapport quand tu vois la Ferrari justement qui, elle, peut attaquer tous les vibreurs vraiment de façon agressive par les pilotes. Et forcément, quand tu vas pouvoir aller sur un vibreur plus agressivement, tu vas pouvoir couper ton virage un peu plus et gagner du temps. Donc si tu peux pas attaquer tes vibreurs de la même façon que les Ferrari,
tu es déjà un petit peu un peu derrière. T'as pas la même piste. T'as tout simplement pas la même Exactement, piste. t'as T'as pas pas la le même angle de virage, tu peux laisser plus de vitesse et puis t'es juste plus à l'aise, quoi. Ouais. Et aussi le fait que ça soit un véhicule qui soit seulement 2 roues motrices par rapport aux Ferrari et Toyota et Peugeot qui sont 4 roues motrices, c'est aussi dans certaines conditions un désavantage. Ça fait une vraie différence alors qu'on sait que la 4 roues motrices, pour le coup, c'est pas comme une voiture de tous les jours. Ça s'active qu'à partir de 190 km/h. Tu penses que tu as vraiment une différence en pilotage? Tu vas avoir une différence en pilotage et aussi un peu en termes de chauffe de pneus, de choses comme ça. Chauffe de pneus, ouais, tu je vas pense pas que mettre c'est la beaucoup. même énergie dans tes pneus avant et tes pneus arrière. Donc, En pilotage, je pense pas que ce soit un énorme avantage. Après, j'ai fait que 3 tours avec une caisse qui avait, qui avait les 4 roues motrices et la 4e tour, elle a pris feu. D'ailleurs, elle a pas fait un beau week-end cette semaine. Mais ouais, ça, je pense que quand t'es pilote, tu prends pas tant en compte que ça. Par contre, c'est la chauffe. Alors que, tu vois, je vais dire un truc qui est pas logique. Ça aurait dû aider la Ferrari à chauffer ses pneus plus rapidement quand c'était sec et elle était pas plus vite que les autres, quoi. oui, c'est sûr. Ouais. Après, la Porsche. Mystère. Ouais, la Porsche, après, actuellement, à Imola, ils ont fait une séance d'essai au mois de mars. Et je pense que c'était Kevin Estre avec qui tu parlais. Il disait qu'ils ont beaucoup amélioré la voiture entre la séance d'essai, justement, et le week-end de course. Ils ont réussi à analyser les données de la voiture qu'ils ont eues pendant la séance d'essai, changer la philosophie du setup, changer le software, les réglages, pour justement améliorer la voiture. Et peut-être que s'ils avaient fait pas cette séance d'essai au mois de mars ou avril, ils auraient peut-être pas été aussi bons en course le week-end dernier. De la façon dont je le vois, et c'était assez marrant pendant que vous travaillez, du coup, et moi qui n'ai pas de travail ce week-end-là, le moment où on est repassé sur du slick, j'étais au-dessus de la pit lane et je vous regardais bosser dans le stand, dans votre petit muret. Ton mur à toi, chez Jota, il y a un ingénieur par voiture sur le mur. C'est tout. Vous êtes tout seul, vous êtes un peu isolé physiquement, en tout cas, du contact des autres, même si c'était en contact radio avec l'intercom, avec le box. C'est les deux race ingé. Enfin, c'est toi et. Ouais, Ok. et allez. Chez Toyota, qui était 3 box après toi, il y a David Fleury, le directeur technique, et un ingénieur par voiture. Donc il n'y a que 3 personnes. Et après, je suis allé un peu plus loin chez Ferrari, où eux, ils ont 3 personnes par voiture, les 3 à côté, plus des mecs qui font des allers-retours, en général des pilotes qui vont et qui mettent une petite tape d'épaule en disant hey, regarde ci, regarde ça. Alors que toi, tu as, j'imagine, 5 ou 6 personnes qui sont déjà dans tes oreilles et autre chose à faire. Et même sans connaître le sport auto, je pense que tu regardes vraiment d'un point de vue extérieur et tu te dis que t'as pas la même, ils sont pas aussi sereins chez Ferrari, c'est un peu plus le bordel. Et ben le moment où il faut prendre une décision importante, les mecs savent quoi. Et Penske ils sont aussi comme vous. Il y a que Ferrari. Ils sont trois chez Penske sur 3 le de muret. chaque. Ouais. Non, j'ai pas eu. Et, Mais ils sont un peu par en mode contre, eux, ils font pas F1. d'erreur. Chez Ferrari, ils sont un peu en mode F1 style, quoi. À mon avis, c'est les. Il y a un monde de fous, carrément. Il y a un monde de fous. Les mecs, il y a même des mecs qui font des allers-retours entre le box, se tapent un peu sur l'épaule. T'as regardé ça. De l'extérieur, j'ai trouvé ça quand même un peu bordélique, alors que du Penske, du Jota et du Toyota, donc les 3 qui pour moi sortent depuis le début de saison, pas juste la première, c'est plus clinique. Après, t'as ceux qui n'ont pas de pitwall. Il y a personne, vous, parce que vous étiez de l'autre côté du stand. Mais on n'est pas les seuls, je crois. On n'est pas les Non, il y a seuls. d'autres équipes. Quand j'étais, Mais genre, ouais, d'ailleurs, pourquoi Parce qu'en fait, D'avoir, quand même, ça sert vachement parce que toi, en tant qu'ingé, tu te retournes, tu vois qu'ils font que les extérieurs, tu vois qu'ils passent ça, tu vois tout ce qu'ils font. T'as le temps de regarder. Mais d'ailleurs, tu disais dans le premier épisode que t'avais Mes jumelles. que t'avais des jumelles, là, carrément. Je t'ai vu avec ton chrono aussi quand il y avait des aérostands. Vous allez te retourner. Ouais. Ah, tu fais chrono jumelle, donc tu vois, ça sert pas à rien d'avoir un pitwall. Pour mon point de vue personnel, c'est super important. Ok. Il y a des personnes d'autres équipes qui n'ont pas le même point de vue que moi, apparemment, parce qu'ils n'ont pas d'ingénieurs sur le muret des stands. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients d'être sur le C'est muret quoi des les stands. inconvénients? Les inconvénients, c'est que tu peux être un peu loin du reste de l'équipe. Mais maintenant, avec les systèmes de radio, d'intercom, on est en communication directe avec tout le monde. On a exactement les mêmes infos sur le muret des stands que dans le garage. Bon, pour moi, je vois pas beaucoup Parce qu'au d'inconvénients. final, même quand vous êtes côte à côte, vous communiquez par intercom. Donc, Exactement. Et le bruit des voitures qui passent juste derrière, il prend pas trop de place, il est pas trop énergivore. Non, on a des gros casques Ouais, vraiment radio qui permettent d'atténuer un peu le bruit.
Et de toute façon, quand tu es dans le garage avec toutes les portes ouvertes, le bruit, il est le même. Il est quand même présent. À moins depuis que la 911 RSR ou la Pescarolo est plus là, parce que ça c'était un truc à vraiment perdre un tympan pendant la course. Mais Et une question, moi justement aussi chez Porsche Penske, on voit qu'ils ont beaucoup de leurs pilotes de l'époque GTE, où c'était quand même sacrément énervé aussi quand tu avais Ford, BMW, tout ça. Est-ce que le fait d'avoir eu cette expérience du GT, alors c'est le cas aussi chez Ferrari, il y a Pierre Goudy, il y a tous ces gars-là, mais est-ce que le fait d'avoir connu cette période du GT, peut-être le stress aussi que tu avais, ça joue énormément sur ta façon dont tes pilotes vont aborder le week-end? Je pense que ça joue et c'est surtout l'expérience qu'ils vont apporter de leurs années en GT et aussi la confiance qu'ils ont pu avoir avec l'équipe et les ingénieurs, les mécaniciens. Et comme disait Gabi tout à l'heure, avec les pilotes Ferrari qui vont sur les murets, un peu mettre, pas un coup de pression, mais un peu une petite table derrière leurs ingénieurs, leur dire là, il faut faire ci, il faut faire ça. Peut-être que Porsche, comme ils viennent déjà du GT avec des ingénieurs communs, des choses comme ça, ils ont confiance en leurs ingénieurs, ils ont confiance en l'équipe, en leurs mécaniciens, dans le management, donc ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'aller mettre un coup de pression à l'ingénieur. Ils savent que l'ingénieur va prendre la bonne décision et s'il ne prend pas la bonne, il va réussir à retomber sur ses pattes et à trouver une solution à la situation. c'est un truc qui est super clair quand tu arrives chez Jota. Hein, tu vois que dans des équipes, quand c'est déjà très structuré, en fait, tu vois où est ta place et t'en sors pas. Et ta place, pour la place d'un pilote, pour moi, ça c'est clair, elle n'est pas sur le muret des stands parce que toi, ta place est de piloter. Tu donnes ton input, quand tu as fini, tu vas te reposer et tu laisses ça à des gens qui sont plus compétents que toi. Si c'était moi qui faisais l'ingénieur et que c'était Bertie qui était dans la voiture, enfin, en tout cas, moi, j'apprécierais pas qu'un ingénieur vienne me dire bah là, là, tu conduis mal, faut que tu fasses comme ça, et puis c'est tout. Alors qu'on a un point de vue qui est différent et des connaissances qui sont différentes. Quoi. Après, vous faites Chacun du a sa driving place. quand même avec vos ingénieurs, non? Tu fais du driving, mais on t'apporte des clés l'ingénieur t'apporte des clés de compréhension en disant bah tiens, là sur les datas, moi je vois qu'il se passe tel phénomène et tel truc. Est-ce qu'il y a moyen d'aller modifier? Peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher de la performance là-dedans. Par contre, moi, tu as un ingénieur qui me dit, sur une caisse que je connais et sur laquelle j'ai eu de l'expérience, en disant que bah, là, ça, c'est pas la bonne technique, que ça, c'est pas bon, ou que je conduis n'importe comment sur un truc que je connais assez. Ouais, mais le truc, tu vois, en monoplace, why not, parce que tu es seul et la voiture elle est réglée pour toi. Le truc en proto, quand tu partages les voitures, c'est que, imagine, tu connais super bien ta caisse et tout, si ton collègue Il conduit d'une façon il différente. conduit d'une façon différente et qu'en fait, bah, il s'en sort mieux que toi, c'est legit de la part de l'ingénieur de dire Ça, pour moi, c'est regarde et essaye, quoi. C'est le boulot du pilote d'abord. On est vraiment dans le haut niveau, on est dans le championnat du monde. Et pour moi, à ce niveau-là, tu dois avoir, en tant que pilote, un bagage technique. Et moi, j'appelle ça un gros sac. Tu as ton gros sac avec toi. Et tu vas sortir tes outils de ton sac par rapport à ce que tu dois faire à ce moment-là. Donc, tu as une voiture qui est sous-vireuse. Bah, tu vas avoir des solutions techniques dans le pilotage. On a gardé une pression de frein un peu plus tard dans le virage pour essayer de charger l'avant, réduire ce sous-virage. Donc tu as tous les outils en tant que pilote très fins pour essayer d'aller un peu modifier ou accentuer un certain trait de comportement de la voiture. Le problème, c'est que tu peux tomber dans l'effet inverse où tu vas essayer de régler la voiture pour ton pilotage et tes travers plutôt que de conduire la voiture telle qu'elle est. Et du coup, tu peux avoir des datas où tu as un ingénieur qui va me dire bah, moi, je vois pas ce que tu me décris dans ton feedback. Parce que j'essaye de le corriger. Et par exemple, avec du sous-virage, je sais qu'une fois que je commence à avoir un très léger point de sous-virage, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc tu vas peut-être pas être obvious sur ces données-là, mais moi je vais le sentir et pour moi c'est là où elle est la limite. Donc il y a plus une discussion ouverte entre l'ingénieur et le pilote plutôt que pour moi l'ingénieur qui te dit juste bah là tu tournes pas assez fort ou là tu freines pas assez tard. C'est plus une conversation ouverte plutôt que vraiment qu'on t'explique ton métier, surtout quand tu es en face d'un mec, je veux dire Buemi, Hartley, Oui. ces mecs-là qui ont un bagage qui est énorme, un bagage technique qui est tellement énorme, ils savent réagir à ces... Oui, au bout d'un moment, tu n'as plus rien à leur apprendre. Tu leur apprends pas, mais par contre, c'est toujours ultra intéressant pour le pilote d'avoir justement ces clés de compréhension, de te dire, bah tiens, là, peut-être que sur ce moment-là,
Et aussi la force de l'endurance, c'est que tu es 3. Et tu te dis, si tu as un collègue qui conduit d'une façon un peu différente et qu'il est un peu plus performant et que tu te dis peut-être qu'il a trouvé un truc, soit tu as pas eu le temps d'échanger avec lui, soit même lui, des fois, il s'en est pas rendu compte qu'il est meilleur que toi sur ce point-là. Là, c'est le rôle de l'ingénieur de t'apporter une solution que toi, tu n'avais pas. Là, la finalité en fait de tout ce qu'on se dit, moi, que je trouve vraiment intéressant, on avait commencé à en parler sur le premier épisode, c'était qu'est-ce qu'on voit dans les équipes qui montrent qu'elles marchent bien. Là, on est totalement dans de la communication, dans de la structuration, et puis derrière, qui va te permettre d'avoir une bonne exploitation, une bonne exécution. Et ça me fait dire d'ailleurs que pour les gens qui vont regarder, qui vont peut-être aller à Spa, qui vont peut-être aller au Mans, c'est justement, mais postez-vous dans les stands et regardez comment les équipes fonctionnent. On voit beaucoup de choses depuis de l'autre côté de la piste ou au-dessus. Nous, on a cette chance quand on est en salle de presse. Vraiment passer un peu de temps à regarder. Et on voit quand même des détails. Et le fait de dire, par exemple, les Italiens qui vont se taper sur l'épaule, il y a une bonne ambiance, etc. Mais peut-être que c'est pas très constructif. T'as d'autres, tu vas avoir l'impression que c'est très froid ou c'est très clinique. Puis finalement, tu vas dire, ah ouais, ça marche super bien. T'as Toyota qui est peut-être un peu entre les deux. Et ça, vraiment, je vous invite à regarder. C'était ce dont on parlait la dernière fois. Comment repérer les équipes qui marchent bien. Et c'est là où, par exemple, Penske, ça se voit qu'il y a une vraie progression. Peugeot, notamment, on en parlait, c'est pas mal. Alpine, il faudrait que je passe un peu de temps à regarder. Je pense qu'est-ce pas, je vais aller voir de ce côté-là. Vous étiez trop loin dans le paddock, désolé, vous aviez le dernier box. C'était trop loin. C'est vrai. Plus proche de la cafette et on vient vous voir, il n'y a pas de souci. Ça, pareil, est-ce que du coup, ça me fait penser à un truc? Est-ce que la position en pit lane, ça a des incidences sur tes stratégies ou tes. Parce que là, le truc qui était chaud, c'est quand le pilote il dit pit lane, 5 secondes après, il est là, quoi. Donc, si tu as un arrêt d'urgence ou un truc, les équipes, elles sont un peu couteau-gorge pour accueillir la voiture, quoi. C'est sûr, et actuellement, au championnat du monde, je crois qu'il n'y a que le vainqueur de l'année précédente qui a le droit de choisir son stand. Vainqueur de la course ou vainqueur du championnat? Donc, je crois qu'il n'y a que Toyota. Toyota, ils choisissent à chaque course où ils sont. Et ils ont le droit de choisir où est-ce qu'ils veulent être. C'est pour ça qu'ils sont toujours en bout de pit lane, souvent. Ça veut te choisir. Ils sont en bout de pit lane, mais par contre, au Mans, ils sont devant. Ouais, c'est vrai. Donc, Attends, ils sont où? Au moins, ils sont à l'entrée? Premier. Ouais, ils sont tout devant. L'ancien premier. C'est un stand stratégique, ça. Donc c'est box 3-4, si je me trompe Et pas. Maintenant, il y a United devant les deux stands. ça va être les Suisses maintenant, mais. Ouais, après, c'est sûr qu'il y a, tu auras des avantages à être plus proche de la sortie des stands, par exemple, en qualification, parce que tu vas être l'une des premières voitures en piste. Surtout au Mans, avec 60 bagnoles. Voilà. En course, aussi d'être plus proche de la sortie des stands, ça va donner plus de temps à ton équipe, par exemple, de réagir, parce que ta voiture, elle va rouler à 60 km/h, donc le temps qu'elle roule à 60 km/h, Il vaut mieux que ce soit avant qu'après. Voilà, exactement. Par exemple, ne pas oublier un capot quand il faut le changer, comme au Qatar, on a pu voir. Pardon. Alors que d'être près de l'entrée des stands, et moins de positif. Ouais. Après, Voilà. à Il y a quoi de l'époque, positif, il y avait le côté positif de l'essence. Parce que si tu étais un Tu peu t'arrêtais bas en essence, en niveau d'essence, que tu étais vraiment short, peut-être que tu arrivais juste à. Ah oui. Alors que maintenant, comme on est plus limité par l'énergie que l'essence, il y a moins d'avantages à être devant. C'était avec toi qu'on était tombé en panne d'essence au Mans? Non. En rentrant au stand? Non. C'était avec Taka, avec le Taka, directeur on était, mais technique pas avec de Jota. Je me rappelle, j'étais en train d'attendre la voiture de nuit. Et là, d'un coup, toi, quand t'attends la voiture, t'as pas la radio, t'es prêt à monter dedans. Tous tes mécaniciens, eux, l'ont. Je suis tout seul, je suis dans la pit lane, tous les mécaniciens prêts à partir. Et là, d'un coup, je vois tous les mécanos partir en courant vers le début de la pit lane. Et j'étais tout seul en train de faire. Je fais quoi, moi, ici, maintenant là, Tu cours avec eux. La voiture, tu pars avec, en panique. Et la voiture était tombée en panne d'essence à l'entrée des stands. Et si tu passes la ligne blanche, donc ils ont le droit de te pousser. Ouais. Mais Ça, t'as une ligne à passer pour qu'ils puissent venir te chercher. c'est pas optimal en termes de performance, on va dire. Alors, en positionnement dans les stands, sachez qu'historiquement, lors de la grande bagarre entre Peugeot et Audi, Ah, la Bible. Peugeot, J'adore. Pescarolo et Peugeot, alors Pescarolo, historiquement, comme il était basé au Technopark notamment, avait les premiers stands. Donc pendant très longtemps, c'était là où on retrouvait l'écurie Pescarolo. À l'époque de Sébastien Loeb notamment, ils ouvraient les stands, ce qui te permet de rentrer direct et de pas être trop embêté par des GT. Peugeot a récupéré ça justement l'année où Tréluyer, tout ça avait la voiture. Et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à récupérer. Puis après, malheureusement, l'écurie Pescarolo a disparu. Et Audi était à toute fin. Donc les deux grandes équipes qui se battaient à l'époque, même si c'était plutôt Audi qui se battait tout seul devant, mais
avait vraiment les deux opposés, et puis après les stands ont été rajoutés. Il y avait même un Ok. cas aux États-Unis avec Penske, avec l'équipe à l'époque quand ils avaient Acura, où tu avais la même équipe qui avait 2 stands différents dans la pit lane pour que les voitures rentrent. Si les voitures rentrent en même temps, Et si elles gêne se pas. gênent pas dans le box. Mais alors là, par contre, niveau logistique, ça Ouais, devait c'est- être un mal de crâne. Ouais. Ils ont arrêté, mais ils avaient ça à l'époque. Bon, après, si Why c'est not? Andretti ou si c'est Chip Ganassi qui fait, il y a tellement de personnes dans l'équipe que Ouais, pour ce qu'il faut en ressources humaines. En tout cas, c'est pas simple, mais c'est marrant que tu puisses. La différence avec la F1, c'est que ta pit lane, elle est par rapport à ton championnat du monde. Et que nous, c'est plus par rapport à la logistique et quelle voiture est à côté de qui. En F1, comment ils choisissent déjà? Par rapport au Le championnat classement du constructeur. championnat de l'année d'avant. Et tu décides, selon le circuit, quand tu es le champion du monde, tu décides si tu es en premier ou si tu es en dernier. Excellent, c'est quand même un gros avantage. Ouais, surtout en F1, c'est un vrai avantage. Et au Mans, ça peut être un énorme désavantage où, par exemple, pour des raisons logistiques, tu vas avoir Ferrari qui était en bout de pit lane, c'était toujours là-bas. Et eux, à F-Corse, avaient. Allez, quand j'ai roulé avec eux, ils avaient 9 voitures, je crois, ou 8 voitures de suite. Ouais. En général, des GT. Donc, eux, ils se géraient entre eux parce qu'ils ont la communication. Donc, ils arrivent à ne pas se gêner quand ils sont dans les stands. Et encore, des fois, ça arrive. Par contre, ça veut dire que du fait que tu as 7 GT de suite dans la pit lane, bah, il faut mettre 6 ou 7 LMP2 de suite dans la pit lane. Ça, c'était la course qu'on avait fait ensemble au Mans Mais 2020. du coup, ils switchent. Non? Alors nous c'était 6 P2 de suite dans la pit lane, premier aérostand, 6 P2 qui arrivent dans un ordre différent. C'est compliqué ça. Et ouais. bah là on a perdu je crois 15 secondes parce que le temps, on doit faire l'arrêt au stand, la voiture elle doit être parallèle à la pit lane, qu'il a fallu rentrer avec l'avant, on appelle ça nose in, c'est ce qu'on dit aux pilotes quand on est à la radio. Il faut lever la voiture, la mettre sur des skates, à roulette, la remettre droite, la relever, donc tu perds directement 15 secondes quoi. Ouais. la Pendant ce temps-là, position dans la United devant, dans leur stand entre deux murs. Ouais, à l'époque, ils étaient juste devant nous, United. Ils nous prenaient en chronomètre à chaque fois qu'on s'arrêtait. À la bonne époque. Alors, on a parlé jusqu'ici des qualités des équipes. On a vu aussi beaucoup de choses à Imola en piste avec beaucoup d'erreurs des pilotes. Est-ce que ça vous a surpris de voir autant d'erreurs par rapport au Qatar où justement il y avait eu, on va dire, allez, peut-être 2-3 petits incidents. Là, il y en a eu quand même quelques-uns, beaucoup de sorties avec des conséquences en plus pour Perso, certaines ouais. équipes. Perso, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des conditions horribles pour le pilote, c'est clair. Il y a des virages sur la piste qui s'y prêtaient un peu plus. Pour moi, à ce niveau-là, les voitures sont plus compliquées. Après, je ne les ai pas conduites celles-là. Tu as une balance de frein. Donc la différence entre la pression de frein entre l'avant et l'arrière de la voiture qui est très difficile à gérer avec le système hybride. Donc là-dessus, je dois mettre un petit astérix. Maintenant, il y a eu énormément de bacs tout au long de la course, hein, même avant la pluie et même après. Il y a eu pas mal d'accidents tout seul avec des voitures. On s'attendait à avoir des accidents entre les GT et les protos. Il n'y a pas eu une. C'est vrai. Ouais, c'était étonnant d'ailleurs. On était tous en train de se dire ouais, le trafic ça va être de la merde, le trafic ça va être horrible. Ouais, au final, il n'y a pas eu d'erreur. Par contre, il y a eu beaucoup d'erreurs de pilotes tout seul, bac à gravier, mur même. Après, est-ce qu'il y en a eu plus qu'au Qatar, dans le sens où au Qatar il y avait plein de run-off, donc un mec qui fait tout droit, il fait tout droit, et puis en fait on le filme même pas parce que c'est pas intéressant, il regagne le truc direct. Là, dès que tu fais tout droit ou dès que tu sors, que Un tu mets la bac, roue dans l'herbe, tu fais un bac, donc forcément ça arrête la séance, machin, on le montre à la caméra, on a l'impression qu'il y a plein de neutralisation. Enfin, oui, il y en a C'est plein, pas faux. Ouais. mais au final il y a peut-être autant d'erreurs qu'au Qatar, juste elle pénalise beaucoup plus. Il y a quoi. eu quand même quelques track limits ça, qui montrent, pour moi aussi, qui démontrent qu'il y avait un peu de pression autour de ce circuit. Mais c'est un bon point parce que l'aspect piste, tu passes du Qatar qui est une piste qui a été faite pour la moto, avec ça en tête, donc beaucoup de dégagement, beaucoup de bitume autour et le bac à gravier qui est franchement à l'autre bout de la planète. Pour le voir, il faut vraiment le vouloir. Alors que Imola, c'est piste, herbe, bac à gravier si tu as de la chance, sinon c'est piste, herbe, mur. Ouais. Donc ça va effectivement un peu plus vite et la faute elle se compte vachement, c'est vachement plus important. Je préfère ce genre de piste là parce qu'en tant que pilote, si tu fais une erreur, tu la payes cash et du coup ça récompense les pilotes qui prennent des risques, qui sont à un plus haut niveau de risque sans faire d'erreur. Forcément c'est plus impressionnant, je pense, même pour les fans, un circuit comme Imola, ça fait plus vibrer qu'un circuit comme le Qatar. Ouais, sans parler déjà de l'histoire d'Imola qui est incroyable.
Là, t'as des fans, t'as des maisons, elles sont au milieu de la piste. T'as des maisons, t'es au milieu de la ville, tu traverses le pont, t'es en plein milieu de la ville, quoi. C'est magique pour moi cette piste. Puisque le paddock est juste derrière une rivière, en fait, ce qui explique pour ce qui s'était passé il y a quelques années, notamment en F1, où très vite ils avaient été inondés. Donc en fait, ouais, on franchit un pont. C'est pas tout à fait comme au moment où là on est sur quelque chose qui est très plat, ou au Qatar où il y avait pas de rivière pour le coup. Mais on franchit. Voilà. C'est pas trop le coin. C'est il comme, y a je un sais autre pas si à climat, Paris, c'est il y avait un différent. circuit Bois de Vincennes ou... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, faut Ouais. imaginer ça. Ouais. T'imagines, on fait un circuit En au plein milieu de la Boulogne. ville. Ça s'appelle la Formule la vie. Mais ouais. Tout ça pour dire aussi que moi, c'était la première fois que j'allais à Imola. Et franchement, le circuit, il est beau. Incroyable. Et il y a vraiment une atmosphère, je trouve, qui pèse. T'as la dans un sens, passion c'est pas Ferrari. négatif, tu vois, mais ouais, il y a un truc. T'as- Mais aussi avec Tamburello, Ouais. il y a quelque chose, quoi. le Quand tu y vas, ça Ayrton, fait tu bizarre. veux- Hein. T'as été voir le. J'y suis allé, ouais. Je suis allé avec Charles, tu sais, qui avait son casque Senna. Bien sûr, ouais. Et ouais, moi, ça m'a fait bizarre. Enfin, pas bizarre, mais juste quand t'es passionné. Et puis, C'était quoi le truc avec le casque de Charles? C'était juste par passion, il s'est dit je vais faire il n'y a pas eu de... Ah non, il s'est juste fait un kiff. Ok. Parce Il qu'il y en avait fait, le logo Senna, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc avec eux directement, peut-être qu'ils Pas que je sont- sache. Ok. Juste, il a fait ça et Trop stylé. Hein. C'est Le un peu casque, un hommage à Ayrton Ouais. Senna, parce que c'était à 30 ans où 30 ans pile, ouais. Il y a 30 la ans. disparition d'Ayrton à Imola. Le premier mai. Ouais. Et il le roule aussi à Rio. Ah oui. Ok. Ouais. Cool. D'ailleurs, en petite parenthèse Ça sur donne les une casques exclue, de là. Charles Milesi, je vous invite à regarder sa collection, mais il en a fait quelques-uns. Il y avait notamment, il en avait fait un en hommage à Apollo 11 il y a 2 ans, je crois, Il l'avait. qui était aussi pas mal. Faut bien regarder les casques à thème de Charles Milesi, ça vaut le détour. Quand tu vois les couleurs d'Ayrton Senna là-bas, putain, et puis même les trois Ferrari qui se suivent, c'est vraiment beau. Mais la piste, elle a ce charme et elle est à l'ancienne. Donc tu fais une erreur, premier virage, le nombre de mecs que tu as vu couper tout droit, et on l'a vu au départ, le nombre, il y a eu quoi 6 voitures au carreau, je crois 5 Peugeot, Isota, Alpine, Et une BM. BM, ouais. Il y avait une Six GT aussi voitures, dont derrière, quatre je crois, sur françaises. la ligne Il y droite. avait une GT qui s'est sortie Ah oui. avant Avant le départ. le départ. Alors elles dans se la sont ligne droite. touchées. Hein. Il y a la 91 et la 85 Ouais, d'Iron Dams. exactement. Elles se sont touchées, mais elle a eu un problème électrique en plus, la 85. Ok. Donc, ce qui fait qu'il y avait peut-être pas mal de choses à penser dans la voiture à ce moment-là. Mais oui, avant Ah même oui, de ok. passer la ligne, il y a 2 GT qui se sont mis en vrac. J'ai ouais. même pas vu. Après, tu regardes le départ en soi. Là, ça vient vraiment sur le point de la piste. Et ce que tu as dit avec le Qatar, je pense que tu as carrément raison. Tu regardes le Qatar, tu regardes surtout Fuji. Fuji, c'est celui que j'ai en tête tout le temps parce que depuis le début des hypercars, il n'y a pas eu une course, un départ où il n'y a pas un mec qui arrive en bloquant les roues et qui en emmène au moins 3-4 avec lui. Le truc, c'est C'est vrai. qu'à Fuji, alors là pour le coup, j'étais dans le départ, j'ai vu la Cadillac bloquée. Il n'y a pas un une hypercar et peut-être les 4 premiers du LMP2. Qui a pris la corde? Non, c'est même pas la corde, on n'était plus sur la piste. Ah ouais, c'est vrai. ouais. On était tous dans le run-off derrière. C'est même pas une question de prendre la corde, c'est qu'on l'a raté par un bon 10 mètres, la Ah corde. ouais. Parce que tu arrives un peu tous quand même super lancés. Plus la vitesse est élevée au premier virage. Mais t'as raison, c'était un peu lunaire ce départ. Parce que. De Fuji, tu parles Ouais, ou non, ici de Fuji. Ouais, Parce mais que tout le tous. monde s'est décalé de genre 12 mètres, quoi. Comme si le virage, il était. On a raté, on n'a pas raté la corde, on a raté la piste. Mais ils ont aussi, il y en a certains qui ont. Ils n'étaient pas sur la piste parce qu'ils évitaient d'autres voitures. Oui, oui, qui, elles, après, étaient c'est en domino, perdition. mais. C'est un domino, toi t'arrives là-dedans, t'es tellement bas qu'en fait t'as du mal à voir à plus de 2 voitures devant. Tu regardes un peu entre les ailerons des mecs. Et surtout à l'instant où ça bloque, tu vois plus rien quand Ah t'es bah, Mais dedans. le Et problème continuer. des départs actuellement, c'est. Donc tu as 19 voitures, 19 hypercars. Ils ont tous un peu les pneus froids, ça c'est sûr. Mhm. Les freins sont pas en température optimale. Frein carbone. Donc comme les pneus sont froids, ils sont bas en pression. Donc la voiture est assez basse. Il y a le plein d'essence. Y a rien qui va quoi. Et ils sont sais pas où tous freiner. proches les uns aux autres. Tu arrives à une vitesse différente d'un tour normal. Donc c'est des conditions très difficiles, sauf que tout le monde veut essayer de dépasser tout le monde. Et c'est là où ça devient très problématique actuellement parce qu'il y a C'est beaucoup très nouveau en d'accidents. endurance. Eh. Hein. C'est cette notion de départ quasiment F1 où tu peux déjà gagner pas mal de place
en étant un peu malin, sachant qu'aujourd'hui, la notion de track position, on va pouvoir en parler, super, mais la notion de track position, tout le monde l'évoque en disant que il faut à tout prix être le plus haut devant, donc déjà de ne pas rater tes qualifs. Et tu vois que tu as une notion un peu F1, au départ, tu joues un peu ton va-tout, et ça, c'est surprenant quand même en endurance. Ça me fait penser à un truc, une seconde. C'est qu'on parlait des essais libres, tu fais des simu-qualifications, donc tu fais une fausse qualif en essai libre. Le départ, c'est le seul moment de la semaine où tu vas arriver à cette vitesse-là, au premier virage, tu ne sais jamais où faut freiner. Parce qu'en fait, tu sais pas. Globalement, il n'y a que les 2 mecs qui sont en première ligne qui s'en sortent Et bien. encore, Quoi. même quand tu pars en pôle, franchement, tu arrives à une vitesse, tu vas arriver à peut-être 200, alors que normalement, tu arrives à 310. Ouais. Donc, tu as quand même un gros écart. Donc, même quand tu pars en pôle, honnêtement, tu es là en train de deviner un peu. Tu sais, tu dois deviner par rapport au grip que tu as, par rapport au frein. Tu vas chercher un peu les sensations juste avant du départ, quand tu es en formation. Donc, quand toutes les voitures sont 2 par 2, tu n'as plus le droit de zigzaguer pour chauffer tes pneus. Par contre, tu vas chauffer un peu tes freins. Et tu vas avoir une petite idée de ce que tu as à ce moment-là quand tu vas freiner rapidement, freiner, accélérer. On peut sentir ton grip, mais quand tu arrives au bout de ligne droite, t'en sais rien de ce que tu vas avoir. Changé, quoi. Tu sais pas où tu vas freiner, tu sais pas le grip que tu vas avoir, tu es dans la devinette totale. C'est le seul moment de la course qu'on simule pas avant. Et est-ce que tu vois, limite en. Il faut pas de simu départ. Non. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est pas compliqué de se mettre à 180 dans la ligne droite sur le côté et de se mettre à accélérer. Oui, après. mais sauf que le vrai départ, si la personne qui est en pole position, il décide de pas être à 180 mais à 120, il peut aussi. Ok, il donne le rythme carrément. La vitesse, elle est libre. C'est la personne qui est en pole position qui décide de l'allure. Une fois que Yannick Dalmas avec la Porsche est rentré au stand, c'est le poleman qui décide de l'allure. Le deuxième n'a pas le droit d'être devant lui. Il doit être à côté, mais il n'a pas le droit d'être devant. Et c'est lui qui va donner l'accélération. Alors dans le briefing, tu dois accélérer. T'as pas le droit de te lancer normalement tant que les feux se sont pas éteints. Tu sais que les feux ils doivent s'éteindre entre telle et telle box, plus ou moins. Quand tu pars en pôle, honnêtement, tu regardes même pas les feux parce que tu sais plus ou moins où ça va partir et tu l'anticipes un peu tout le temps. Donc c'est vrai. Mais pourtant, ils sont assez regardants quand même là-dessus, non? Sur les reaction time et tout. Le moment où... le reaction time, en fait, comme tu es en départ lancé et que tu es en départ arrêté... Ouais, mais si t'es... Enfin, j'en sais rien. Si tu passes à 300, tu vas te faire découper en 12. Mais si... Le jump start existe quand même malgré le départ lancé, quoi. Tu vas choisir si tu pars en première ou en deuxième. Tu vas aussi choisir, c'est un truc qui rentre en compte, si tu es dans une hypercar ou si tu es dans une LMDH. Parce que ton hybride il va pas arriver au même moment, donc tu te dis si je suis dans une hypercar, je suis pas en pôle, je vais vouloir partir plus vite parce que je vais être plus tôt dans mon déclenchement d'hybride. Alors que si je suis l'inverse, si je suis dans une Porsche, je vais essayer de le faire plus bas pour partir plus vite que les autres. Tu as plein de petites stratégies qui vont rentrer en compte, mais le point c'est que c'est le poleman qui décide. Personne ne peut partir avant lui. Niklas Nielsen en l'occurrence. Alors une question, donc par rapport justement à ce carambolage au départ, on voit alors probablement une perte de frein, mais est-ce que quand tu roules comme ça en peloton, à quel point ton efficacité aérodynamique elle est touchée, c'est vraiment important ou beaucoup moins qu'en Formule 1 par exemple? Moins qu'en Formule 1 c'est sûr parce que c'est corrélé à ton niveau d'aérodynamisme de la voiture. Donc plus tu as d'aéro, plus tu dois rouler vite et plus tu roules proche des autres, moins tu as de vent sur ta voiture. Donc, de facto, tu as moins de charge. Le problème, c'est que quand tu es dans un peloton, tu es au milieu d'une énorme bourrasque de vent, tu as une énorme dépression là où tu es. Donc, tu sais pas vraiment ce qui va t'arriver. C'est pour ça, ce que je te dis, c'est que quand tu prends le départ, personne ne sait vraiment où freiner. Et c'est pour ça que tu vois des mecs freiner, relâcher les freins, les reprendre. Et en fait, tu testes un peu où est-ce. Quand tu pars dans le top 3, tu sais que tu vas pouvoir freiner, tu vas pouvoir faire ton virage. Quand tu pars 8, 9, 10, 12, tu vas regarder où est-ce que ça freine 2-3 rangs devant toi. Parce que si tu freines quand le mec de devant freine, c'est ce qui s'est passé avec Mathieu. T'empiles un peu tout ce que tu trouves devant. Ou du moins, tu peux te faire surprendre. Tu regardes 3-4 voitures devant toi. Quand ça commence à prendre les freins, tu les prends aussi. Tu as des lumières comme sur ta voiture de route. Donc tu vois quand est-ce que les autres freinent visuellement.
tu commences à prendre les freins. Si tu vois que ça a freiné un peu trop tôt, tu relâches. Si tu vois que tu as un trou devant toi, bah, tu peux même reprendre les gaz pour aller dans le trou. Si tu vois que tu as freiné un peu fort et que tu en as 4 qui te passent sur le côté, bah, tu vas remettre un peu de gaz. Après, il y a tout le temps, globalement, une file qui va plus vite que l'autre. C'est comme au péage, quoi. Ouais. Non, mais Et t'as t'es tout- jamais dans la bonne. T'as la file, T'es jamais dans la T'es bonne. jamais Non, mais dans c'est la ça, bonne. t'es jamais dans la bonne. Et en fait, c'est ce truc où tout le monde. Mais en fait, c'est l'autoroute parce que regarde, Oui, c'est vrai. tu prends les freins, t'accélères et tout, c'est des situations en accordéon pourries sur l'autoroute. Il se passe pareil au départ, C'est au exactement T1 ça. où tout le monde s'arrête puis réaccélère et tout. Ça peut créer des accrochages. Et ensuite, le second souci de l'autoroute, c'est la file au péage. Il y en a tout le temps une qui est plus rapide que l'autre. Du coup, tu peux essayer de te déboîter, machin. Et puis au final, quand tu passes dans l'autre, c'est l'autre qui avance. Enfin bref, c'est. Et puis après, c'est la sortie du péage et là, tout le monde fait n'importe quoi. Ouais, tu mets le mode sport, t'accélères à fond et tu C'est pars. Ouais, t'es dans cet accordéon-là et le truc c'est que je l'ai appris à mes dépens, surtout en monoplace. En fait, tu t'essayes de te rassurer parce que t'as de l'anxiété quand t'es dans ces trucs-là. T'essayes de t'imaginer le plus de scénarios possible. T'as un peu ton scénario idéal que tu vas construire par rapport à ton expérience. Enfin, c'est l'humain qui marche comme ça. Tu vas faire un peu le statisticien entre ton expérience, ce que tu penses qui va arriver, et tu essayes de tenir à ce truc-là. Le problème de ça, c'est que tu es au milieu de 14 humains qui sont par définition imprévisibles. Tu penses savoir où ils vont aller, mais tu n'en es pas sûr. Donc s'il y a quelque chose qui se passe que tu n'avais pas prévu, tu peux être un peu dans la panique. Et tu vas te faire un film pendant toute l'après-midi. Tu vas te dire, putain, le départ, celui-là, je le prends à l'extérieur, je fais l'extérieur à 3 personnes. Mais le truc, c'est que tu peux pas. Ça passe des fois. Non, mais tu peux pas choisir avant. Tu peux pas te dire, ok, à l'instant où les feux s'éteignent, je pars à gauche, je pars à droite. Franchement, si. Bah ouais, mais t'es aussi Tu vachement peux pas, mais dépendant de ce qui va se passer devant. d'expérience, tu vois. Enfin, ça dépend de ta track position, mais. D'expérience, tu sais un peu que. Quel exemple je peux te donner Un départ Aller que t'as foiré. au Mans, tu vois. T'as cette grande courbe avant d'arriver à la chicane d'Alop. Et naturellement, tu voudrais te mettre à droite pour être sur ta trajectoire, alors que tu sais que si tu es à gauche, tu es déjà prêt pour le virage d'après. Monza, typiquement, la chicane, elle est tellement lente que tu sais qu'il faut même prêt à s'arrêter et à prendre l'embrayage pour pas caler. Des fois, surtout quand tu pars en Ah GT. ouais, carrément, tu prends Quand l'embrayage tu pars en carrément. GT, tu peux te retrouver à l'arrêt. Et là, quand tu as 10 personnes qui sont en train de se pousser, le périphérique parisien, c'est de l'eau à côté. C'est vrai que c'est à l'arrêt. Et tu sais que si les mecs ils prennent l'intérieur, ils vont freiner beaucoup plus tôt parce que le virage il est 90 Ouais. degrés à l'arrêt. Donc tu sais que si tu vois un trou à l'extérieur, faut aller le chercher. Avant même d'aller freiner, tu sais que par expérience, si tu en vois 5 dans la ligne droite qui sont directement partis à droite, tu restes dans ce coin-là parce que tu te couvres. Et au moment où il y en a un premier qui freine, et s'il n'y a personne à gauche, tu lâches les freins, tu pars et tu peux peut-être aller en chercher 2-3. Donc t'as des pas des séquences, mais des profils de pistes. Tu sais plus ou moins ce que tu vas faire. Maintenant, il suffit si tu t'obstines à te dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, il y en a un qui se met au milieu de ta route alors que tu étais lancé parce que tu as mal lu la situation à ce moment-là, bah tu cartonnes, fin de course, merci, bonne journée. Olivier, toi, tu donnes des consignes pour le départ Vous avez des consignes, par exemple, chez Jota Ramène la voiture. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Les gars, vous- hors du de pas prendre de risques. Enfin, de prendre des risques à un niveau acceptable. Comme tu disais tout à l'heure, c'est des courses de 6 heures, 10 heures ou 24 heures. Donc, on peut peut-être gagner une position ou deux, mais il y a surtout beaucoup de personnes qui ont perdu des courses complètement au premier virage. Donc, il y a plus à perdre qu'à gagner sur un départ de course d'endurance. On essaye de leur donner des infos au niveau de la température des freins, des pneus, si la voiture est prête à partir, entre guillemets, est prête à faire un bon freinage. Mais ouais, on essaie de leur dire de pas faire les héros, pas quoi. toucher, quoi, parce que Break si ça, tu gagnes une ou deux positions, mais tu as dû taper un peu ton nez avant, il est abîmé, bah, tu vas perdre ce temps-là dans les stands pour réparer ton nez avant, par exemple. Est-ce que ça vaut le coup ? Je suis pas sûr. Bahreïn, typiquement, tu vois, le dernier départ en championnat du monde là-bas, tout le monde freine trop tard, comme d'hab, tout le monde va très large. Et le problème, c'est que Bahreïn, tu as un deuxième virage qui est très rapide, qui est quasiment à fond. Mais le problème, c'est que si tu arrives de l'autre côté de la piste, déjà, là, il faut freiner. Ça, tu l'anticipes, tu freines plus tôt, tu les vois, les mecs te doubler, et tu te dis, vas-y, c'est pas grave.
Ouais. Tu anticipes ton deuxième virage et là tu les vois tous arriver à gauche et c'est une question de timing. T'as l'impression d'être sur une piste de ski un peu, quoi. Tu vois un train arriver de la gauche, toi tu veux la traverser et c'est ce qui s'est passé cette année où t'en as 4 qui sont arrivés de la gauche, ils en ont empilé 3 qui étaient sur la piste, puis tu times un peu ton truc avec la vitesse et tu en es passé 4 et je ressors de ça au milieu des hypercars parce que tout le monde est parti trop fort. Par exemple, Toyota a gagné la course pas au départ. Carrément. Au départ, ils étaient derrière et c'est pas à ce moment-là qu'ils ont gagné la course. Donc c'est un bon exemple qui montre que c'est important de faire un bon départ, de garder ta voiture en un seul morceau, mais pas d'essayer de faire le héros. Le bon départ en endurance, c'est pas forcément celui qui fait gagner des places, quoi. Exactement. Ou il fait gagner des places après. Voilà. Ouais. Ah, il faut être malin, hein. Mais du coup, Guillaume, tu voulais parler de la track position? Ah oui, bah voilà. Alors, parce que là, tu vois, c'est facile. On se dit, il faut rester. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais on se dit, il faut rester calme. Faut faire... Mais tu as quand même cette notion de track position. Je me mets, allez, on va dire à la place des Peugeot, par exemple, qui étaient aux alentours de la 12e, 13e place. Est-ce que là, tu tentes pas quand même de te remettre un peu plus devant, d'être moins en retrait dans le paddock, dans le peloton, parce que mine de rien, si tu as un coup stratégique, si tu as 10 voitures devant toi, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire un bon coup. Tu as quand même peut-être une envie d'aller chercher, d'aller gratter, quoi. Tu as cette envie. En fait, ça montre l'importance de la qualification, parce que la qualification, c'est entre guillemets des dépassements gratuits. Tu vas faire une bonne performance pour partir devant certaines personnes qui potentiellement vont eux devoir prendre plus de risques pendant la course pour te doubler. Donc oui, partir devant, c'est important. Justement, il y a moins de risques au départ. Tu vas devoir prendre moins de risques dans le peloton après pendant la course pour remonter. Donc partir devant, c'est plus important de partir derrière, ça c'est sûr. Après, ça fait pas tout. Sur des courses de 6 heures, c'est important, plus que sur une course de 24 heures, parce que donc, tu as moins de temps après derrière pour te rattraper. Mais ouais, après, je pense qu'actuellement, que ce soit au Qatar ou à Imola, le top 10 de la qualification, c'est presque le top 10 de la fin de la course. Parce que là où tu pars, c'est presque là où tu finis aussi. Donc, sauf s'il y a des accidents, des choix stratégiques. Par exemple, à Imola, Ferrari part devant, il faut une mauvaise stratégie et ils finissent derrière. Mais Toyota, qui était juste derrière les Ferrari, hop, il repasse juste devant. Et comme tu disais, la Peugeot part derrière en course à Imola. Ils n'ont pas fini dans le top 10. Il y a la 93 qui fait une belle remontée, je pense bon coup stratégique sous la pluie, mais effectivement il partait de loin et tellement loin compliqué que de remonter. tu vas gagner quelques positions mais pas assez pour finir dans le top 6 par exemple. Et justement en track position, alors peut-être un peu moins, mais quand tu es en course aussi et que tu suis une voiture, quelle est la meilleure chose à faire? Est-ce que ça vaut le coup de rester dans les échappements? Est-ce que tu prends un peu de recul? Je pense que ça va dépendre de la nature du circuit aussi. Parce que par exemple à Imola, presque impossible de doubler à Imola. Même si tu es une voiture qui est une seconde et demie plus vite, pour réussir à doubler la voiture devant toi, c'est très compliqué. Par exemple, au début de la course avec Will Stevens sur la numéro 12, on économisait beaucoup de carburant et je pense qu'on faisait 1 ou 2 tours de plus que Kubica derrière nous sur la Ferrari. Et Kubica, malgré tout, je pense qu'il était peut-être une seconde et demie plus vite que nous. Il n'arrivait pas à dépasser. Et donc c'est là où ça montre que c'est important la track position, parce que si tu te retrouves derrière quelqu'un qui est moins vite que toi, là tu vas potentiellement perdre beaucoup de temps à essayer de le doubler ou même ne pas réussir à le doubler du tout. Et là oui, par rapport aux personnes qui sont eux devant, là tu vas perdre beaucoup de temps. Mieux vaut être chasseur que chassé que chasseur, hein. Tout le monde dit ouais, moi je préfère être derrière, c'est moi qui mets la pression. Oh, pas du tout, je préfère être premier et après tu gères ta course comme tu veux. Tu regardes dans tes rétros, ou t'en as aussi rien à foutre, tu les laisses faire leur course derrière. Une fois que t'es premier, c'est toi le patron sur la piste. Tu fais ce que tu veux. Si on fait un peu de prospection, est-ce qu'à Spa, ça va être les mêmes choix stratégiques, justement en piste, où c'est plus facile de doubler À Spa, c'est plus facile de doubler. Tu as quand même des zones de freinage qui sont en ligne droite, sur des gros freinages. Donc il y a quand même plus de facilité à doubler à Spa qu'à Imola. Donc je pense que tu vas pas être bloqué derrière quelqu'un de moins rapide que toi autant qu'à Imola, ça c'est sûr. Dans les scénarios de course, on sera peut-être plus proche de ce qu'on va voir au Mans, par exemple. Je pense que ça va dépendre de la météo. Ouais. Spa, c'est toujours un petit peu. J'ai vu de la neige hier quand même. Hein, Spa, c'est toujours un peu la loterie. Après, oui, je pense que ça va dépendre un peu de la météo et des performances de chaque voiture sur le circuit de Spa. Mais c'est sûr qu'on va commencer à se rapprocher petit à petit du Mans. Du Mans en termes de performance voiture et en termes de stratégie. Ouais. Traditionnellement, on dit que c'est la bonne prépa pour les 24.
c'est une réputation qui est galvaudée aujourd'hui ou pas? Avant, c'était plus le cas parce qu'avant, les LMP1, elles avaient des kits aéros, donc elles avaient Oui, c'est vrai. elles avaient des carrosseries différentes pour Le Mans ou pour les circuits normaux. Maintenant, c'est les mêmes carrosseries, que ce soit pour Le Mans ou pour Fuji ou pour Bahreïn. Donc ta voiture à Imola, ça va être la même comment. Après, en termes de réglage, ça va être différent. Au Mans, tu vas avoir peut-être une voiture beaucoup plus basse et avec moins d'ailerons arrière qu'à Imola, ça c'est sûr. Ouais. Et là, il n'y avait pas du tout de dégradation à Imola. Il y en avait? Parce qu'on a vu Ferrari qui ont fait un quadruple stint sur le même train. Ouais. Vous avez fait quoi? Nous, on a fait la même que Toyota. C'est-à-dire qu'on faisait des doubles relais et on a changé le côté droite après un double relais et donc le côté gauche a fait un quadruple, je crois. Mais Ok. je crois que Peugeot, eux, ils ont poussé aussi leurs pneus et ils ont eu un pneu qui a explosé à cause de ça. Donc, Tout à fait. C'était à cause et- de ça? C'était pas Je des sais débris pas, en plus? ouais. Il avait traversé le bac le tour d'avant. Il Ah, traverse ok, le bac donc- au T1 et le tour d'après, je pense que c'est plus lié à un débris, ça. Ah, ok. Ah, il y avait des débris, genre. Encore Mais- du coup, une erreur de pilotage là pour le coup, parce que ça, tu vois, ça te décale ta stratégie complètement. Tu Mais vois, la dégradation était plus importante qu'au Qatar, ça c'est sûr. C'était un tarmac et un bitume plus proche des circuits normaux, donc ouais, c'était plus compliqué d'aller loin. J'ai un petit sujet à aborder avant qu'on termine. Ça fait presque 1 heure et demie qu'on y est et on a parlé 2 minutes des GT. Et non pas que je veux absolument parler de tout, mais j'y pensais ce week-end en se demandant, c'est quelque chose qu'on voit aussi tu vois, à la télé et quand on est sur l'équipe télé, quand je commente, on voit moins les GT sur le broadcast et on a plus de mal à en parler. Et je pense que ça mérite un sujet entier et possiblement un nouveau format dans lequel on pourrait faire avec Troisième Relais et en discuter. Pourquoi est-ce qu'on a plus de mal à raconter l'histoire de la GT qui se passe en course? C'est que les GT ont un équipage qui est constitué de 3 profils différents. Tu as un pilote professionnel qui est comparable à ce que tu trouves en hypercar. On a un pilote amateur, un gentleman driver, pilote bronze, et un pilote silver. Donc ça veut dire que silver, donc, qui est techniquement entre les deux, c'est un peu une position compliquée à expliquer, elle est un peu floue, qui mériterait du coup qu'on l'explique un peu mieux. Mais ça veut dire que quand je regarde la course, j'ai l'impression de voir 3 courses différentes. Et donc du coup, tu as presque 3 histoires différentes avec des moments où tu vas avoir des voitures qui vont être plus devant, des moments où tu vas avoir d'autres voitures qui vont reculer. Et comment est-ce que tu résumes une course de 6 heures avec autant de voitures fois 3 pour moi, parce que tous les 3, elles ont vraiment une expérience différente et tu le racontes d'une façon différente. Ça, pour moi, on devrait regarder dans cet axe-là, comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire, limite personne par personne, plus que par voiture, alors que on en a parlé la dernière fois, on en a encore parlé aujourd'hui, c'est un peu l'essence de l'endurance. Tu as 3 profils, 3 courses, et donc 3 fois plus de trucs à parler. Et puis des fois, tu as des trucs extérieurs qui se rajoutent. On Ça, va parler de j'en François, suis content de cette histoire, mais François Herriot, qui le vendredi est pas là, en fait, il était là le jeudi, il est pas là le vendredi, il revient le samedi, il se met en hyperpole, il bat son équipier, et le lendemain, il finit son relais, il rend la voiture, elle est 2e alors qu'il partait 8e. Et en fait, François Herriot, il est devenu papa dans la nuit de jeudi à vendredi, donc il est reparti en avion à Rennes. Puisque c'est un breton et il est revenu dans la nuit de vendredi à samedi, il est arrivé 1 heure avant il arrive à Bologne 1 heure avant, enfin c'est une histoire incroyable et donc qui derrière est complètement, pour le coup, était on fire parce que vraiment il était à l'aise et qui nous dit en plus ouais, j'en ai peut-être un peu trop fait en hyperpo, il aurait fallu que je fasse plus attention. Ah ouais, d'accord, mais enfin t'avais que 3 heures de sommeil. Ah mais c'est ça, c'est fou ça. C'est important pour moi de bien expliquer que la GT fait partie de la course au même titre que l'hypercar. On en parle moins parce que les voitures, les hypercars vont plus vite, elles sont plus visuelles. Mais aussi, c'est beaucoup plus difficile de raconter une histoire où sportivement, comment est-ce que tu la juges? Et ça devrait être pris d'un autre angle, moins sportif, encore plus humain peut-être. Il y a des histoires qui peuvent expliquer différents résultats, mais il faut qu'on la couvre parce que tu vois, l'histoire de François que tu viens de nous raconter est trop cool. C'est trop cool. Et il est au bureau ce matin.
Et c'est ça qu'il faut se dire. La Mais position il de bosse ce Gentleman matin. Driver, elle est dingue. Mais c'est ça en fait qui est cool dans un sens, qui peut être énervant, mais qui est aussi cool dans un sens, c'est que ces gentleman drivers, en fait, ils ont des vies à côté. C'est pour ça que ce qui est sympa, c'est de mettre l'accent vachement sur l'humain, mais ce qui n'est pas possible dans un broadcast TV, évidemment. Mais quand tu vois qu'ils sont tous au taf aujourd'hui, certains sont patrons, d'autres ont des patrons, et c'est une folie de se dire qu'ils cumulent ces deux métiers. Meeting le lundi matin avec Ouais. tout le monde, alors qu'il était à Imola la veille en train de faire une course de championnat du monde. Quoi. C'est ça. Dans Moi, le c'est contexte ça de la qui vie, c'est me. Le truc qui me frustrait un peu avec le LMJT3, c'est le format des qualifs. Enfin, pas le format des qualifs, mais le fait que ce soit le pilote bronze qui fasse la qualif. Donc, j'imagine que ça fait partie du business model du LMJT3. T'enlèves du sportif. T'enlèves du sportif quand tu fais ça parce que du coup, C'est ça. tu sais plus si tu juges la performance d'une voiture ou la performance du gentleman driver. Maintenant, on va en parler. Franchement, c'est un sujet, juste ce sujet-là, la place du gentleman driver dans le WEC et dans le championnat du monde. Où est-ce que tu la places, tu vois? Est-ce qu'il doit être central? Est-ce qu'il ne doit pas l'être? Ça se justifie des deux côtés. Ça mérite 2 heures de discussion. Moi, j'aime bien cette position, honnêtement, de gentleman driver au centre. Mais le truc, c'est que, de toute façon, si le gentleman driver, s'il n'était pas obligé de faire les qualifs, on le mettrait pas au qualif. Bah ouais, on Et le s'il mettrait n'était pas pas au obligé de faire le départ, on non le plus. mettrait pas au départ. Et le mec, il roulerait 1 heure dans la course puisqu'il ferait le minimum driving time. C'est ça. C'est pour ça que ça fait vraiment partie du business model, puisque ces mecs-là, généralement, payent pour rouler. Et bah, du coup, Même payent des fois ils savent qu'ils vont faire la qualif, qu'ils vont faire le départ, et c'est génial dans un sens. Mais en même temps, c'est un peu frustrant quand il y a la qualif LMJT3 et que, au final, on connaît tous un peu leur niveau et c'est plus ou moins tout le temps le même classement, tu vois. Et c'est ça qui est frustrant, je Mon trouve. opinion rapide sur le sujet, c'est que pour moi aujourd'hui, si tu veux connaître la performance de la GT, tu regardes le GT World Challenge, qui est un autre championnat d'endurance, où il y a les 24 heures de Spa, qui est notre énorme course. Ils ont une format sprint, un format endurance. Il y a beaucoup de courses, il y a énormément de voitures, donc le championnat est magnifique. Si tu veux regarder vraiment l'aspect sportif, tu vas regarder ce championnat-là. Et le gentleman driver, ça représente pour moi l'ADN du WEC, c'est l'humain, le gentleman driver et cet esprit famille que tu vois pas C'est ça. que moi je peux remercier et que j'ai vécu aujourd'hui, ou quand j'ai perdu mon volant le jour où on a publié le premier volet de 3e relais. J'ai eu un appel de pas mal de personnes du paddock, des directeurs d'équipe, des personnes de l'organisation. Et pour être tout à fait honnête avec toi, si j'avais pas eu ce support du paddock et cet esprit famille, pour moi le sport auto il s'arrêtait là. Pour moi le sport auto il s'arrêtait il y a 3 semaines. S'il n'y avait pas cet aspect-là, donc le gentleman driver c'est un exemple de cette atmosphère-là et qu'il faut absolument garder parce que pour moi c'est ce qui a fait la différence. Si ça m'était arrivé dans un autre championnat aujourd'hui, je suis pas sûr que je te dise que j'ai encore envie de continuer le sport auto. Et puis bon, cette catégorie GT3, outre le côté humain dont tu parles, il y a aussi quand même 18 très belles voitures. Quand tu vas Carrément. les voir, j'ai passé un peu de temps à regarder la Corvette. Il la mettait tout le temps dehors, TF Store. Elle n'était jamais dans son garage. Donc tu tournes autour. C'est vrai. C'est un petit bijou cette voiture. Quand elle va te fiabiliser, je pense que ça va être vraiment sympa. Mais quand tu vois les détails, tu as des trucs. Mais moi, ce que j'adore, c'est le coup des petites entrées pour remettre la pression d'huile, pour remettre de la pression d'eau. Tu te dis, ouais, quand même, les gars, ils La ont pensé à bombe, la on voiture. appelle ça. Tu C'est- remets une c'est bombe fou. d'huile, mais Sauf ouais, que là, t'as pas besoin d'ouvrir le capot, tu fais ça directement devant la porte. tu vas Et regarder. les voitures sont magnifiques. Tu vas regarder ces voitures-là comme on regarde aujourd'hui une 250 GTO, une 250 LM. Pour moi, ça va rentrer dans l'histoire dans 20 ans. Donc c'est Mais en fait, c'est ça qui est frustrant parce que tu vois, là, tu parles du World Challenge, de tous les championnats GT3 qu'il peut avoir. C'est de la bombe, ces championnats, c'est trop bien. Et du coup, la limite, c'est frustrant de se dire, les GT3 en WEC, je suis pas trop en mesure de te dire ce qui s'est passé derrière parce que je l'ai pas trop vu et tout. Alors qu'en fait, ils sont tous couteau-gorge aussi, comme les hypercars. Ils font des courses de dingue, des relais de fou. Et pour autant, on galère à en parler alors que franchement, on fait gaffe à la course, tu vois. Et puis, tu as des choix stratégiques. Moi, je trouve que le coup de BMW, franchement, c'est génial, c'est couillu, quoi. Ouais. Tu te dis, à un moment, les gars, ils se disent, bon, il va pleuvoir, on va quand même réussir à garder de l'énergie dans les pneus, on y va, quoi. Et ça paye. Et là, vraiment, ça paye. Alors, ils auraient fait fiasco, on aurait tous rigolé en disant, ouais, ils ont fait n'importe quoi. Là, quand même, ça l'était pas. là, ça l'était pas. Et tu sais, en plus, quand tu connais WRT, quand tu connais l'expérience, tu sais, bon, ils savaient très bien où ils mettaient les pieds. Peut-être qu'ils étaient sur le fil, mais franchement. Il y a un vrai storytelling à faire autour du LM GT3, comme on l'appelle dans le championnat du monde, Le Mans GT3. Storytelling autour du gentleman driver, de raconter l'histoire, parce que quand tu t'imagines que le mec il était au championnat du monde en train de se battre au milieu des Ferrari officiels, Porsche,
des meilleurs pilotes d'endurance du monde, et lundi matin, il est au bureau. C'est dingue. C'est une Donc folie. le storytelling à faire, je pense que ça mérite un épisode à part, peut-être même un format à part, et qu'on se plonge dans le truc, pas du côté sportif comme on l'a fait depuis 2 heures sur l'hypercar, mais sur un côté plus humain et aller voir, ça mérite même d'aller chercher les informations dans la semaine avant la course, plutôt que même ce qui se passe pendant les 6 heures. C'est mon avis sur le sujet. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal? C'est pas que nous, je le vois quand on est à la télé, je le vois les autres médias, tout le monde a un peu du mal à raconter cette histoire. Et il s'agirait peut-être de prendre un autre axe, un autre angle sur ce qui s'est passé sur la piste et avec François en dehors. Bah, tu vois, là, c'est là où tu as découvert aussi l'envers du décor, donc la partie de moi qui est mon métier. Et je trouve que la phrase de dire il faut aller plutôt dans la semaine aller chercher les infos. Nous, on est arrivé mercredi. Jeudi, on a passé une journée où il se passe pas grand chose en fait techniquement, mais en fait il se passe énormément de choses et toutes les infos tu les chopes le jeudi. Ça fait toute la différence. Quand moi j'étais sur l'équipe télé au Qatar à Paris, j'avais vos infos et j'avais vos messages. Heureusement que je les avais parce que sinon ça aurait été franchement long pour moi de commenter. Là d'être sur place, bon, à part le fait que j'ai manqué de crever à boire 12 cafés par jour pour avoir chaque information, je reviens avec une tachycardie mais beaucoup d'informations. Ça c'est cool. Qu'on a mis nous dans le journal. Merci beaucoup d'ailleurs pour ta tachycardie. Merci pour ton cardiaque. Il donne de sa personne, Gabi. Cardiologue qui va gueuler, mais en tout cas l'information est revenue. Mais non, et puis tu vois, tu passes du temps. Le jeudi est vraiment une médiadée. Moi, j'appelle ça le médiadé, même si c'est pas tout à fait un médiadé. Mais tu passes un peu de temps dans les stands, tu vas voir des gens, tu discutes. On n'est pas encore tout à fait dans la course, donc t'es dans de la projection. Et là, on apprend quand même pas mal de petites choses. Et sur la performance, sur comment les autres voient les uns, enfin les stratégies éventuellement, la météo, et ça c'est vraiment intéressant. Après Imola, la météo, elle a changé 36 fois, et c'était un peu plus compliqué même le matin même. Ouais, c'est sûr que ça nous a aidé à couvrir l'événement d'une meilleure façon. Et je pense que ça va être le mot de la fin, hein, parce que ça doit faire 2 heures qu'on est là, plus ou moins là. On n'a pas d'autres sujets croustillants. Ah si. Aussi, on en a plein, mais il faut peut-être qu'on s'en garde pour Spa. Quoique peut-être qu'à Spa, on aura d'autres trucs. Mais oui, c'est sûr. Là, on a traité tout ce qu'on voulait. On n'a pas traité tout ce qu'on voulait, mais en tout cas, la limite de temps nous impose un peu ce sujet-là. Okay. Tu prends date pour le sujet croustillant dont on voulait parler. T'en avais peut-être un que tu voulais nous... Non, j'en ai pas en tête, mais comme on s'était listé sur notre groupe WhatsApp plein de trucs, je m'étais dit... Parce que si tu les laisses parler, il va être là jusqu'à demain ou après. Ouais, des ouf. Non mais c'était génial, j'ai passé un super moment. Très content de cet épisode 2, je pense qu'on a couvert tout ça, toute la course d'une façon plus humaine et expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça plutôt que de juste évoquer ce qui s'est passé. En tout cas, sachez qu'on travaille sur d'autres formats avec Troisième Relais, essayer de construire plus. Évidemment, le dernier mois a été un peu compliqué personnellement, donc on n'a pas eu trop le temps de travailler un peu là-dessus. Ça sera encore compliqué jusqu'au Mans, mais en tout cas, sachez qu'on travaille là-dessus, qu'on essaye de vous apporter des clés de compréhension plutôt que juste des chiffres, essayer de vous emmener avec nous dans nos histoires et dans le paddock. Et en parlant de vous emmener dans le paddock, on espère vous voir à Spa, nombreux. On était 73 600, si je ne me trompe pas, si c'est le bon chiffre. À Imola, on attend plus de monde à Spa. En général, je pense qu'on va aller chercher 6 chiffres. Hein, à Spa. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Si l'année dernière, on était 73 000, je crois, à Spa aussi. À Spa, ouais. Donc je pense qu'on peut viser les 6 chiffres. Si vous n'avez pas pris vos places pour le Mans, c'est trop tard, mais vous pouvez venir à Spa. C'est bientôt. Et puis même, pourquoi pas, se rencontrer au Mans, à Spa. N'hésitez pas à un venir nous meet-up voir. Troisième Relais dans le box Jota. Et peut-être qu'un jour, on aura la petite roulante là, avec la Gulfstream. On va ouvrir et faire notre show sur place en live. Dans la caravane. Ouais, en tout cas, merci pour vos messages. Merci de nous avoir suivis. C'était Troisième Relais, épisode 2, le débriefing d'Imola. Et on se retrouve dans pas très longtemps pour le débriefing de Spa. À bientôt. Merci à Salut. tous.